format préféré. Hein. Je le dis, je suis désolé, les artistes, je vous aime beaucoup. Kendrick numéro 1 au Billboard. Vas-y, tu commences, gros. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas de promo autour du projet, gros. Il n'y a pas de promo autour de son projet, gros. Vous devez spammer Lil Baby. Il faut absolument que Lil Baby vienne voir Balou. J'en ai rien à foutre que ce soit Sikio. Je sais pas, hein, moi j'ai vu personne dire qu'il faisait du zouk. Hein. Vas-y, dis-moi un rappeur qui a dit qu'il faisait du zouk. Non mais là comme ça, je vais pas te sortir un nom. Parce qu'il y en a pas. Il y en a pas. Maintenant les gens commencent quand même à le dire. Il y en a aucun qui a dit qu'ils font l'évolution, les choses sont positives. J'en ai vu aucun. Les choses vont dans le bon sens. Parce que le zouk, les gens vont finir par le dire. Parce qu'ils ont honte de dire qu'ils font du zouk. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? Comment est-ce que la production s'est faite par Jamel et la réalisation par toi, Nelson? C'était dans un sex shop. Moi, frère, la scène, c'est ma vie. Là, j'y étais avant-hier sur scène. C'est pas nous qui arrêtons la scène, c'est la scène qui nous arrête, en vrai. Moi, j'ai fait le film que je devais faire. Et je sais qu'il est bien. Et tu peux pas plaire à la terre entière, de toute façon. Donc, Il te plaît? Il me plaît. Voilà, c'est pour ça qu'il est bien. Voilà, c'est ça. Les gars, c'est comment? Ça va ou quoi, tranquille? Ouais, moi je suis là. Hein. Et c'est vraiment mon format préféré. Hein. Je le dis, je suis désolé, les artistes, je vous aime beaucoup. Kendrick numéro 1 au Billboard. Vas-y, tu commences, gros. Je t'ai déjà dit, il n'y a pas de promo autour du projet, gros. Il n'y a pas de promo autour de son projet, il m'a dit, gros. Nokia, c'est le hit. Numéro 1 Billboard, il va tout éteindre. Il est même pas dans les 5 premiers au Billboard. Mais gros, qu'est-ce que tu veux faire contre derrière Universal? Dis-le que c'est compliqué. Non. C'est Universal qui a pas mis de force derrière ce projet, je vous ai déjà dit. Mais putain, mais combien de fois va falloir que je vous le dise? J'essaie d'expliquer quelque chose à ce gars-là, il veut pas m'expliquer. C'est mon gars, Drake, hein. Drake. C'est pas ton gars, gros. OVO. C'est pas ton gars, gros. PND. La famille. Toi, reste là-bas. C'est eux qui m'ont donné le blaze. Stay there, comme il dit. You pick a side, stay there. Moi, j'ai pris aucune side. Si, t'as pris des sides. Le seul endroit où je prends des sides, c'est au restaurant. J'ai vu, c'est ça que j'allais dire. T'as capté? Ouais, mais toi, le dernier side qu'on a pris ensemble, c'était chaud. La purée avec le Colombo, c'était éclaté, gros. Gâteux. Bon, aujourd'hui, on parle un petit peu France. C'est quoi les derniers trucs sur les réseaux là que vous avez vus qui vous ont marqué? Ah, frère. C'est le dernier truc sur les réseaux en France? Ouais. Top 7. Non. Ah, ouais, on va en parler de ça. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, là. C'est quoi? Il y a une trend, là, sur TikTok, où les gens, ils font genre, ils sont des sosies. Ah, genre, ouais. ils mettent le son de, comment il s'appelle? Pas le temps, faut y aller. Ouais, j'ai pas le temps. Le son de comment il s'appelle? J'allais dire Breaking Bad, je suis un ouf. Non, c'est de Prison Break. Mais comment il s'appelle? Faflarage. Faflarage. Je suis sûr que tu connais pas Faflarage. Si, je connais quand même de noms. Arrête. De noms. Ah, le pote, J'ai t'écoutes quand le même son une et tout. culture. Non, j'écoute pas. Ok. Non, Mais je Faflarage, voilà. Faflarage. C'est un hit, hein? C'est quoi la trend? La trend, c'est quoi? Tu mets le son de Faflarage, là, de Prison Break, tu caches ta tête, et après tu dis que t'es le sosie de un tel. Ok. Toi, t'es le sosie qui? Moi, je suis le sosie de personne, mais j'ai eu des sosies. C'est qui? C'est plus des saucisses pour moi que des sosies. Mais il y a eu des sosies. Mais j'ai vu 2-3 sosies. Voilà, il y a un mec qui l'a dit, il ressemblait à Aaron Pierre. Moi, j'ai plus vu Pierre Fit que Aaron Pierre. C'était risqué de dire que tu ressemblais à Aaron lui. Pierre, ouais, c'est chaud. Moi, j'ai pas dit ça, c'est Oui, le mec qui a oui. dit ça. Il y a Mamad, il a dit qu'il ressemblait à Kai Cenat. Moi, j'ai plus Mamad, dit, il ressemble à j'ai Kai plus dit Kai Cenaz. Et tu vois, c'était des trucs comme ça. Ouais, marrants. je vois le délire. Moi, si je le fais, je trouve que je ressemble un peu à Lil Baby. Je rigole. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais. Je me fais avec les meufs, Lil Baby. La tête d'homme, Lil Baby, quand tu viens en France. Je veux dans les commentaires. Dès que Lil Baby vient en France, vous devez spammer Lil Baby. Il faut absolument que Lil Baby vienne voir Balou. J'en ai rien à foutre que ce soit Sikio. Il faut que ce soit Balou et Lil Baby. Un moment privilégié, parce que là, quand même. Pause quand même. Non, un moment privilégié. Sans caméra. Beaucoup de chaleur. Une chaleur humaine. Ah non. Non, mais ouais, sinon, il y a eu le truc de Favé. Ouais. Ouais. Mais ça, tu sais, je me suis dit un truc. Tu vois, quand il se passe un truc comme ça, c'est incontrôlable. T'es un artiste, ça doit être hyper relou. Mais t'as une carte à jouer. Parce qu'en fait, pour payer une promo pareille, enfin, c'est impossible. Tu l'achètes pas, cette promo. Ouais. C'est un truc qui arrive comme ça, c'est organique, etc. Ça part de quelque chose de super négatif. En plus, il lui arrive un truc super, il a eu une galère, là, avec, dans la rue, là, ou je sais pas quoi. Et en fait, derrière, quand même, c'est l'occasion pour l'artiste de surfer là-dessus, de sortir de la musique. À titre personnel, je suis pas un auditeur de Favé, mais si je faisais partie de son équipe, je pense que j'aurais balancé quelque chose. Et je crois qu'il l'a fait d'ailleurs sur son compte TikTok. Ouais. Il a fait un petit challenge. Mais moi, j'aurais direct fait un top. Ouais. Bah pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, mon Favé, il y a eu une petite embrouille dans la rue. Il s'est fait taper. Au Mans, ouais, il s'est fait taper. Enfin bref, c'est parti en freestyle. Après, il y a des pages qui ont fait des espèces de mèmes avec des top 7 et une voix IA. Et à chaque fois, le top 7, c'était Favé. Et ça a commencé en mode top 7, Djoufara, Favé.
Et moi, je me suis fait troll sur Twitch. Je sais pas si. Ah ouais? Ouais, je me suis fait troll de ouf. En gros, moi, t'as capté, je suivais pas trop. Ouais. J'étais là, je suis sur Twitch, etc. Et il y a un mec qui me dit, ouais, est-ce que t'as déjà Djoufara Favé et tout, là, là. Et moi, je dis, comment ça? De quoi? Et moi, je capte que c'est bizarre, tu vois, ce qu'il me dit, Djoufara. Et tous dans mon chat, ils disent, ouais, c'est dire interview, nanana. Après, je dis, non, j'ai jamais Djoufara, j'ai jamais fait d'interview à Favé et tout, là. Ouais. Mais je capte que le mot Djoufara, il est bizarre. Ça veut pas dire interview. Comment ils le disent, Mehdi? Ça veut pas dire interview. Donc je tape sur TikTok, et là, je vois tous les trucs, je dis, ah, les bâtards. Ils ont voulu que je dise, en fait, ouais, j'ai Djoufara Favé, comme ça, j'aurais fait des Ouais. Des cuts. Ils ont voulu te faire dans ton propre live. T'as capté? Ils sont méchants avec moi. Mais tu sais Ouais. que. Ils me même voient si- un ancien un qui connaît peu rien. chelou. Ouais, de ouf. Mais tu sais que moi, le terme Djoufara, je l'avais pas entendu avant. Je le connaissais pas. Moi, c'est un poteau qui est ivoirien, tu vois, qui vient de la tribu où il parle justement cette langue-là. Je serais pas de dire bon, c'est un Maïlenkesh et je me trompe pas, tu vois. Et il parle ça. Et il m'a dit non, ça veut dire déchirer les. Mais Là, je me c'est dis, super wow, vulgaire, hein. C'est giga Non, vulgaire. c'est déchirer les Déchirer les direct. Je sais pas si Pas c'est écarter Djou les les fesses et fesses. Farah déchiré ou l'inverse, mais genre dans les langues en West Afrique, Parce c'est que moi, vulgaire de ouf. ouais, parce Genre, que par exemple, si tu dis à un mec, je vais te Djoufara. Ah non, tu c'est dis juste- pas ça en fait. c'est pas tu vas Ok. le taper, tu vas lui C'est pas tu vas déchirer. mais c'est genre plus la connotation déchirer les bizarre ou déchirer les bagarre. C'est frérot. violence, bagarre. Ah, bagarre, ok. Ouais. ok. Moi, si je vais pas te dire que je vais te déchirer. Non, mais gros. Mais pourquoi tu Est-ce fais ça? qu'on va commencer comme ça, les gars, Mais aujourd'hui? gros. Parce que je vais pas te dire Farah, gros. Mais Moi, pourquoi même C'est un exemple. Mais- Frérot, toi, tu veux que les gens ils fassent des TikTok? Personne, je vais pas te dire. Si quelqu'un fait ça, espèce de. Je te vois déjà. Je te joue Farah. Non, mais ouais. ne le redis pas. Ah merde. Ça, c'était pas fait exprès. Non, mais ouais, moi, c'est le mot. Quand je le voyais à chaque fois apparaître, je me dis, mais d'où il sort ce mot? Mais en fait, il Ça a. reste en West Afrique direct. je me De dis, base, je crois que c'est Foot Mercato quand le PSG a gagné 3-0 contre l'OM. Il y a eu un big post. Mhm. On les a Djoufara, genre. Ah ouais? Écrit comme ça sur Ah Foot ouais, c'est ouf, hein. Mercato. Ça vient- c'est là un où ça a big pété, visuel, genre. ouais. Et du trouve coup, ça je trop crois que drôle. c'est là, hein, c'est de là que ça part que tout le monde connaisse ce mot et qu'il se popularise alors que c'est une langue ethnique de base. J'ai Ok. une question en parlant du PSG. Vous me dites, hein, c'est une question. J'ai fait une petite interview avec les joueurs du PSG, etc. D'ailleurs, très bien, cette petite bien. interview, Ouais, sur tout ma ça, page, de etc. qualité. Et à un moment, Désiré Doué, qui est l'un des joueurs qui joue super bien en ce moment, Mhm. il dit que les sons qu'il aime écouter, qui lui donnent la niaque, etc., bah, c'est voilà, c'est le morceau Dolce Camara de Booba et SDM, etc. Donc voilà, il dit ça. J'ai vu, il y a eu plein d'édits où je suis dessus. J'ai vu le PSG à repartager, etc. Et après, SDM, il est invité au Parc des Princes, etc. Est-ce que vous pensez que j'ai assez d'influence pour avoir influencé le PSG à booker SDM? Moi, je pense. Si ouais. oui, je veux un pourcentage. Bah, j'ai dit oui. Donc, le PSG, vous avez vu ça, va falloir donner un pourcentage à Move, ya. C'est le mec le plus influent de France. Non, regarde non, un peu. je voulais juste casser. Ouais, J'ai voilà, vu en plus c'est SDM, il a remis ce passage dans sa story, c'est là que je l'ai vu. Ouais. Ouais. Ça veut dire que t'as pas regardé la vidéo initiale, ok, j'ai capté. Si, j'ai regardé, j'ai regardé. Elle ne soutient pas réellement Diarrhée. Diarrhée, elle est juste là, elle prend son cachet, mon frère. Waouh. Elle dit, elle, les frérots. C'est grave, mais mettez il le est cachet. dingue. C'est grave là ce qu'il dit. Quel cachet? Non, je rigole. Il n'y a pas de promo sur cette vidéo, les gars. Bon, on va vraiment commencer Qu'est-ce qu'on se maintenant marre. avec les sujets forts. Ok. On va parler de Big U, on va aller aux États-Unis comme d'habitude de toute façon. Très sérieux, là. Alors, qui est Big U? Officiellement, c'est un ancien leader des Crips repenti qui œuvre grandement pour la communauté. Le Tu rigoles. mot aussi m'a fait rire. Tu rigoles, Non, gros. non, vas-y, en plus. Gros, moi- on va aller à Ouais, LA non, bientôt, non, hein. c'est bon, vas-y. Commence pas, Là, c'est gros. sérieux. Tu en veux des plus. problèmes là-bas? Non, Moi, je veux pas de problème pour vrai, là-bas, En gros. plus, ouais, non, c'est trop pour moi. Vas-y, continue. On reprend. Donc, Déjà c'est- qu'on doit check-in. Ouais, Bon. vas-y. Ouais. Mais d'ailleurs, on va en parler. Donc, qui œuvre grandement pour la communauté et se revendique même comme un activiste anti-gang. Valou? Non, vas-y. Il est aussi un acteur majeur dans l'industrie du rap à LA et a notamment contribué au lancement de Nipsey Hussle. Mais selon le FBI, il serait plutôt responsable de plusieurs crimes graves, dont des meurtres, des enlèvements, des extorsions et de la fraude. Selon une plainte fédérale dévoilée mercredi, Big U aurait exercé une forte emprise sur Los Angeles, forçant notamment des personnalités comme Shaquille O'Neal, d'ailleurs, donc des athlètes et des musiciens, à le payer pour bénéficier de sa protection lors de leur déplacement à LA. Donc c'est vraiment... T'as bien dit aurait, inconditionnel. Hein. On Ouais. n'a pas dit. Oui. Ah non, je donne juste des... Allegedly. Ouais, je rapporte des faits. Donc c'est vraiment le boss là-bas. Si tu veux bénéficier de sa protection, tu ralasses. D'après ce qu'ils disent. Oui, d'après ce qu'ils disent.
Vraiment, je rapporte des faits. Voilà. Les autorités l'accusent également d'avoir détourné des fonds destinés à des programmes de réduction de la violence des gangs à Los Angeles, mais surtout d'avoir assassiné le rappeur R.W., Rayshon Williams, avec lequel il travaillait et qu'il avait mentionné dans l'un de ses derniers sons avant que son corps ne soit retrouvé dans le désert de Las Vegas. Donc il y a quelques jours, Big U a fait une vidéo juste avant d'être arrêté d'ailleurs, dans laquelle il clamait son innocence avec sa famille. D'ailleurs, je pense que vous l'avez vu dans son véhicule et tout. Bien sûr. Et depuis, il a été arrêté. Hein. Ouais, on est sur une grosse affaire Rico. Alors c'est très complexe ce genre d'affaire parce que Big U c'est un artiste, un producteur / manager / activiste que moi j'ai connu via, je crois que c'était Vlad TV, moi. Okay. C'est ses premières interviews quand justement il se positionnait comme étant un activiste, ce qu'il est probablement. Mais ce qui est compliqué, tu doutes. J'ai lu pas mal de choses aujourd'hui, permets-moi d'en douter. Oh, bah, t'en doutes. Bah, écoute, moi, je te dis ce que je sais, moi, je présente les faits. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand tu regardes un petit peu dans le milieu dans lequel il évolue et, le charisme du bonhomme, c'est vrai qu'on peut en douter. Voilà. Je peux comprendre qu'on en doute. Et moi, d'ailleurs, sur le sujet globalement, ce qui, moi, me marque surtout, c'est le lien entre l'extorsion de fonds, l'extorsion et le monde du rap. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, et même avec l'affaire de 6ix9ine notamment, et l'affaire de PNB Rock, etc., les rappeurs qui se rendent à LA doivent automatiquement check-in. Ils doivent parler à des grands, comme on pourrait dire, à des personnalités importantes de la ville pour s'assurer de leur protection. Et quand ils ne le font pas, potentiellement, ça se passe mal pour eux. Tu vois, PNB Rock, et même 6ix9ine, quelque part, c'était qui d'autre? Pop Smoke, exactement, très bon exemple. Et en fait, je trouve ça assez triste. Alors, je sais pas si, pour ce qui est de Big U, il était encore dans ce milieu-là. Ok, mais je sais que dans la rue, il a continué à être très respecté, et ce serait regrettable qu'un activiste soit mêlé encore à des histoires de rue. Ok, j'ai capté. Là, t'es en diplomate, ok, j'ai capté. C'est important. Tu vas venir tout gâcher. Je vais tout gâcher. La street a tout gâché. Non, en vrai, Big U, ouais, je l'ai connu par la street de Los Angeles. Et il fait partie des premiers, hein, tous ces délires-là, de Crip Blood, etc., les Tuki, les je sais pas quoi. Il a connu Tuki, lui, non? Hein? Il a connu Tuki, lui, non? Ouais, c'est la génération plus de 50, etc., tu vois. Donc, c'est vraiment les premiers mecs de la rue. Et en fait, c'est un peu le même principe ici, tu vois. Ici, il y avait des bandes à l'époque, etc. Et puis, si tu regardes le rap français, par exemple, je vais faire un comparatif pour que les gens captent un peu la situation. Je sais pas si les gens savent, mais tous les rappeurs, ils ont leur protection, entre guillemets. Ils payent pour leur protection. Et quand ils payent pas, la protection, elle se retourne contre l'artiste. C'est souvent comme ça que ça se passe. Là, dans le cas de Los Angeles, c'est encore plus spécial parce que il y a le côté gang, tu vois. Ouais. Et c'est très, très, très compliqué. Par exemple, on prend l'exemple de Pop Smoke. Pop Smoke, il est venu à Los Angeles. Il a pas check-in, comme t'as dit. Il a pas, comment on peut traduire check-in en français? Il a pas payé la en fait, ça dépend. Tu vois, le check-in, ça peut être, tu arrives quelque part et tu montres que tu es présent et tu te rattaches un groupe présent pour t'assurer en quelque sorte d'une protection. Donc ces gens-là vont être avec toi, donc peut-être que ces gens-là vont te demander quelque chose. C'est normal, ils font ta protection. Hein. Ouais, mais ça. Mais c'est ça. Mais carrément, j'ai vu même une interview d'un, je vais pas citer le nom, mais d'un des membres de gang qui dit que, ouais, en vrai, quand Pop Smoke est arrivé, ils lui ont dit, tu prends 2 hôtels, un hôtel où tu dors et un hôtel où tu ramènes les gens, et c'est nous on gère les hôtels, etc. Et c'est nous on gère tout. Sinon on te protège pas. Et des mecs du même gang que lui, mais de Los Angeles, parce que voilà. Parce que c'est un Wu, donc Blood, voilà, donc Crips, c'est très compliqué parce que ça mélange plein de choses, mais il faut savoir que le monde de l'entertainment est beaucoup lié au monde des gangs. Totalement. C'est-à-dire que ce que les gens voient dans les films, c'est totalement réel. Ouais. Genre les rappeurs, surtout aux États-Unis. On regarde ce qui s'est passé avec Sauce Walka là, tu vois. Bah ouais. Sauce Walka et son artiste. Tu sais que j'ai eu peur.
Sauce Walka, tu sais, c'est mon. Ouais, je là, sais que c'est tu le mon kiffes de fou. J'ai pensé à toi en plus. kiff de. Tu sais, que j'ai vu la news, je crois que c'était en pleine nuit. J'ai commencé à scroller, j'ai dit non, j'espère qu'il est pas mort. Ouais. Dès que j'ai vu que ça allait, j'ai dit putain. Mais même pas, sur le moment, je crois que j'avais rien. Je suis retourné me coucher, je me suis levé le matin, j'ai vu des vidéos de lui, j'ai dit, Ouais. Bah, le truc, c'est que c'est triste parce que c'est vraiment la réalité du terrain, tu vois. C'est vraiment la réalité des États-Unis. C'est, t'as de l'argent, on le sait. Sache que quelqu'un va vouloir te l'en prendre. C'est Au ça. final, Mill, est-ce que c'est qu'aux États-Unis, ça? non, Ouais. non, comme on disait, Ouais, bah, c'est en France aussi. en tu vois. vrai, le monde, bah, tu l'as très bien dit, en général, même depuis l'époque de Frank Sinatra, parce que je veux pas que les gens pensent que c'est qu'une histoire de Renoir, ou je sais pas quoi. Depuis même l'époque de Frank Sinatra, il y a toujours eu des gangsters, des mafieux sûr. derrière, derrière les entertainers. Même les boîtes de nuit avec la mafia. Exactement. tu vois. Derrière les entertainers, il y a toujours eu des mafieux. Tu vois, à l'époque c'était Al Capone, etc. À l'époque de Frank Sinatra. Aujourd'hui, c'est, je sais pas pour ce qui est de Big U, on peut pas l'affirmer ici, tu vois, mais ça va être des gens de la rue qui vont à un moment donné travailler avec des célébrités. Et le seul truc en fait, c'est que lorsqu'il y a un équilibre entre les gens de la rue et les célébrités, c'est-à-dire les gens de la rue, effectivement, vont avoir leur part du gâteau en quelque sorte, mais ces gens de la rue comprennent que les célébrités doivent se sentir à l'aise et doivent pouvoir exercer. Là, bah ça tient. C'est-à-dire il y a quelque chose qui se passe, les artistes produisent, etc. Enfin, les choses se passent correctement. Et à mon avis, il faut que les personnes de la rue là aient eux-mêmes envie de transitionner et de devenir des businessmen, tu vois. On prend l'exemple de TD, on va en parler tout à l'heure avec Doechii, Top Dog, gros Pyro, à un moment donné, bah alors déjà, bon, je pense pas qu'il était dans l'extorsion de fonds, mais je pense qu'il était vraiment dans la créativité parce qu'il avait son C'est ce que studio. ton Drake qui dit, par contre, il dit l'inverse. Ton Drake. Oui, voilà, oui. Drizzy dit l'inverse. Et Drizzy ment rarement. Et ça, c'est une autre discussion, d'accord? Non, je rigole. Mais pour le coup, tu vois, il était clairement dans la rue, mais il a fait un très gros travail sur lui-même et il a fait cette transition. Et tous ceux qui ne réussissent pas à faire cette transition, tous ces hommes de l'ombre qui ne font pas cette transition, ça finit mal, mais pas que pour eux, mais pour tout le monde. Ouais, c'est vrai. Prends l'exemple de Suge Knight. Suge Knight, il a réussi à créer quelque chose d'incroyable parce que de base c'est quelqu'un de très intelligent, très smart, qui avait compris son environnement, la rue. Donc lui-même c'est un mec, c'est un Pyro, mais c'était pas un Pyro respecté de fou. Hein. Quand tu parles aux Pyro de l'époque, ils diront que c'était juste un Pyro comme un autre. Mais il a compris qu'il avait la célébrité, les artistes, la force physique. Il va chercher les gens de la rue pour avoir un peu de soutien. En même temps, il sait choper les bons talents, Dre, Snoop, Tupac. Il a réussi à créer quelque chose d'intéressant, mais la rue a pris le dessus, ça a tout foutu en l'air. Ouais. Tu vois. Et par exemple, un Birdman, tu vois, qui est nous on le sait, c'est la rue pour de vrai, tu vois. C'est quelqu'un qui a compris, qui a fait cette transition, tu vois. Et c'est super important de le noter. Pour ce qui est de Big U, ça a jamais été un grand producteur, tu vois. C'était le manager de Nipsey Hussle. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment que j'appréciais Big U, moi, parce que moi, c'est Nipsey Hussle, voilà. Mais derrière, c'est vrai qu'il a jamais proposé plus dans le monde artistique. Moi, j'ai jamais vu plus. À part ces fameuses rumeurs d'extorsion, même quand il a fait Breakfast Club, il était dans le Breakfast Club à un moment donné. Big U dit ouais, j'ai ce projet, j'aimerais bien que vous le diffusiez. Et Charlemagne Dagod a dit, il a dit, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on peut ne pas le diffuser si on n'aime pas? Ils ont tous rigolé en se regardant comme ça là. Tu vois, c'était un peu ça. Donc, il y a toujours eu ces rumeurs autour de lui. Donc, moi, je sais vraiment pas. Toi, toi qui as une expérience Los à Angeles. LA, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Big U? Gros, mais moi j'y vais souvent. C'est un activiste, on est Ouais, d'accord. Non, je vais souvent, c'est dire ça peut être des problèmes. Non, en vrai, je peux rien dire sur Big U directement. Je peux vraiment rien dire sur Big U directement. Mais toi aussi, t'es diplomate finalement. Je suis pas diplomate. Parce qu'un diplomate, il t'aurait dit non, écoute, Big U, j'ai eu l'habitude de le rencontrer. C'était très intéressant. Les interactions que j'ai eues avec lui, vraiment, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de vécu. Alors, très difficile de te dire si s'est passé quelque Non, mais chose. moi j'ai été très Mais traumatisé. lui, il a dit non, je veux pas parler. Ouais. Non, mais moi j'ai été traumatisé par la rue aux États-Unis. Vraiment, elle m'a traumatisé, les gars. Vraiment, j'ai vu des trucs, c'est vraiment traumatisant. C'est pour ça que. Mais moi, je t'ai vu te faire menacer. Je t'ai dit, oh, tu te Ah rappelles? ouais, vrai, putain. De ouf. Et les gens, je vous jure, Move, il a vraiment son environnement là-bas. Mais le gars, il était trop chelou aussi, wesh. Ouais, tu sais que Mais en c'est fait- mon gars maintenant. Ouais, mais en fait, c'est pas qu'il t'a menacé, il était un peu agressif, bizarre. C'est quoi cette histoire? Racontez-nous, Alors, on je te n'était pas là, raconte. nous. Moi, je vais te raconter parce qu'en T'es à fait, Freddy Gibbs.
Attends, tu parles de quoi, toi? Je crois que c'était pas Freddy. Je crois que c'était le gars de Freddy Gibbs. C'était le light skin qui était tatoué sur le visage. Si, c'était après Freddy Gibbs. C'était après Freddy Gibbs. Attends, je t'explique. Moi, en fait, au moment où je connais. Très proche de l'équipe de Freddy Gibbs. Ouais. Voilà, je tiens à le dire. C'est ça. En fait, au moment où on fait connaissance avec Move, je crois que c'était vers 2018, il me racontait déjà. Ouais, l'une des premières histoires. Ouais, vas-y, j'étais à LA et tout. J'ai vu un boug et tout, un gars que je connais et tout, que je suivais, je l'ai follow. Et donc, du coup, il m'a menacé de me tuer. Si je le suivais pas à nouveau, parce que maintenant je travaille chez BET, je vais être de plus en plus big, donc il faut que tu me suives. Donc en fait, au début, il vient voir Balou, il lui dit ça. Et Balou, au début, il rigole, il fait mais il a LA, tu vois. Et il y avait Rascal qui était là. Il y avait tous mes gars. Il y avait tous ces gars et tout. Il dit non, tu me suis, sinon, vas-y, sinon je te fume et tout, tu vois. Et genre, il rigole, mais il voit aussi Rascal, il le regarde en mode, je crois, faut que mon pote français, là, il faut qu'il le suive, là, parce que moi, je connais le négro, je sais qu'il est bizarre, tu vois ce que je veux dire? Et au final, il a pris son téléphone, et tout, ils ont pris le téléphone, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, vas-y, on va te suivre et tout, y a pas de souci, tu vois. Il a suivi, tout ça, ils sont suivis. Et quand il m'avait raconté cette histoire-là, moi, le gars, je l'avais pas encore vu, tu vois, je le connaissais pas. Et quand on a été l'année suivante, à LA, je crois que c'était en 2019, je crois que c'était 2 ans plus tard, le mec, on l'a vu, je crois que c'était au Staples Center. Bon, ça a changé depuis, c'est le Crypto Arena, là. On parle avec le gars, il est amical avec Balou, mais il est un peu agité comme ça. Là. Et moi, je suis à côté, je dis rien, tu vois, tu connais, j'étais là. Et après, Balou, il rigole, mais il était content que ça se termine. Balou était content que l'échange se termine, tu vois. Et après, il me regarde et il me dit, ouais, tu vois l'histoire que je t'ai raconté, là, le gars qui voulait qui m'a obligé presque à ce que je le suive, là, c'est lui. Je fais, ouais, putain, il a une tête vraiment, franchement, il a une tête brûlée, frère. Ouais. Tatoué sur le visage, etc., il était là. Moi, j'en ai vécu beaucoup des histoires comme ça. Tu le suis encore ou pas? Ouais, je le suis encore. Je suis encore. Tu le suis encore ou Non, pas? franchement, elle Un jour, j'ai vu Rihanna, elle l'a partagé, j'ai dit, il l'a menacé aussi. il a partagé, Rihanna l'a partagé? Rihanna l'a partagé fort, parce qu'il fait de la musique aussi. Mais je voyais tout le monde le partager, de toute façon. Je dis, j'ai capté. Mais tu sais, ces trucs-là, c'est. Bah ouais, mais c'est pour ça que moi, à chaque fois que je raconterai, tu sais quoi, je vais raconter un peu d'anecdotes à LA après, mais à chaque fois que je parle à des jeunes talents, c'est la première chose que je leur dis, là, j'entends que tu rappes la rue. Mais c'est vrai ce que tu dis? Moi, je suis pas dans le truc, il faut que ça soit vrai, etc. Mais juste, pourquoi je leur dis ça à chaque fois, de pas s'inventer des vies, etc. Parce qu'ils vont s'attirer des problèmes qu'ils vont pas assumer. Parce que, en rappant la rue, en disant si, ça, il y a des mecs de la rue qui écoutent, qui vont se dire, mais lui là, il bicrave où même? Il fait quoi? Il ceci, cela. Vas-y, on va aller le voir. On t'a jamais vu à tel endroit où tu On t'a dis jamais que- vu le truc. Non, ils vont aller le voir. Et en fait, en faisant ça, indirectement, tu t'attires des problèmes que tu veux pas. Et moi, c'est pour ça que dès que j'ai commencé, moi, j'ai dit, je suis dans rien de tout ça. Parce que j'ai tout vu. Que ce soit chez moi ou à Los Angeles, j'ai tout vu. Et c'est pas un milieu que... C'est un milieu dans lequel j'ai grandi, que vas-y, tranquille. Mais c'est pas un milieu que j'idolâtre comme les petits, tu vois. Les petits sont là, ils bandent sur la rue. Moi, je déteste ça. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai fait ma chaîne YouTube. Parce qu'il y a des gens qui comprenaient à l'envers ma chaîne YouTube, tu vois. Parce que j'ai parlé beaucoup de gangs, etc. Mais c'était toujours pour dénoncer. Parce que moi, je l'ai vécu. Et je le répète à chaque fois, depuis 2007-6, je suis à Los Angeles avec mes gars. Peut-être j'ai connu 50 gars. Dans les 50 gars, il y en a 15, ils sont morts par balle, frère. 15, et je te mens pas, chaque année, il y en a 3. 2, 3, tu vois. Ouais. Et genre, on est même plus choqués, tu vois. C'est genre, ça appelle, he's dead, ok. Tu vois, et c'est vraiment leur quotidien. Et là, je te parle même pas de mecs qui étaient dans des gangs. Je te parle de vraiment, genre, lui, il s'est pris une balle perdue. Genre, une anecdote, tu vois, c'était 2014, je pars à Los Angeles, et mon petit ref, il rappait encore, tu vois. Et à l'époque, on était bien avec AD, enfin, toujours, c'est le frérot, AD. AD, qui est un rappeur de Compton, qui a bossé à No Jumper aussi, qui est devenu là, un peu un streamer, animateur, je sais pas comment on peut le définir, mais c'est une grosse tête de Compton, tu vois. Il était à l'école avec Kendrick, YG, c'est vraiment une grosse tête de Compton. Et du coup, à l'époque, je l'appelle, je lui dis, vas-y, viens, on fait un feat avec mon petit ref, tout ça et tout. Il me dit, vas-y, on va à Compton. Je lui dis, vas-y, on va à Compton. Je suis pas trop enjoué parce que c'est pas mon délire, mais vas-y, on y va. Donc on y va, quand on arrive à Compton, il vient nous chercher au rond-point, là, enfin pas au rond-point, mais à l'endroit où il y a écrit Compton, là. Et il marche à côté de la voiture, pendant 20 minutes, il nous dit, vous roulez à côté de moi, au rythme auquel je marche, parce qu'hier, il y a eu une fusillade, il y a 5 personnes qui sont mortes. Et si on vous voit et on vous connaît pas, ça va mal finir. C'est-à-dire qu'on a roulé à côté de lui pendant 20 minutes. Lui, il marchait.
on roulait. On est arrivé dans une maison, on a tourné le clip avec 2-3 mecs, etc. Donc ça joue au Dimes, il y avait une Cadillac, truc, non. Mais on n'était pas... Moi, ça me faisait pas kiffer. Tu vois, c'est lui qui m'a proposé, mais moi, ça me faisait pas kiffer. Parce que tu sens la misère, tu sens... En fait, tu sens l'atmosphère, l'atmosphère, etc. Il y avait des petits à côté, ils jouaient, mais tu sens... C'était la street, frère. Tu vois. Et franchement, les fois où j'ai été à LA, tu sens quand même qu'il y a il y a une atmosphère qui pèse. En fait, totalement. tu passes de quelque chose de très lumineux, de ce que tu peux voir à la télé Hollywood et tout. Mais derrière... Mais t'as pas la chute, hein. Ouais, je veux bien entendre la chute. Peut-être que je connais l'histoire, mais je veux bien la chute quand même. Et de l'autre côté, t'as une atmosphère super sombre, en fait. Je sais pas, elle est omniprésente. Il y a beau y avoir du soleil, tu marches, t'es sur, nous, on était sur Fairfax. Enfin, moi, quand j'y allais, là, quand j'étais seul avec toi, là, que je faisais ma route, je faisais mon truc, je marchais des fois sur Fairfax. Tu vois que c'est cool, Fairfax et tout, c'est les boutiques, c'est suprême. Ouais, non, maintenant, c'est éteint. Mais quand on est retourné, il y avait plus rien. Après le Covid, là, depuis, il y a plus rien. Maintenant, c'est plus sur Melrose Avenue, là, que je sais partout. Même là, c'est éteint. Ouais, c'était éteint partout. Ok. Parce que Benoît, il nous disait que c'était de l'autre côté. Mais bref, peu importe. En fait, tu sens que tu passes d'un gars qui est chill à la street direct. En fait, je sais pas, LA, je trouve ça assez spécial. C'est vrai, j'y suis allé et dès que tu t'éloignes un petit peu des strass et paillettes, le thème, il est plus... Ah, le thème, moi-même, j'ai l'impression que c'est une ville juste de SDF, hein. Après, t'as les Hills et Beverly Hills, qui est incroyable. Oui. Enfin, Beverly, c'est Beverly Hills. Mais je trouve que c'est juste... C'est un grand mot, quand même. Non, mais franchement, le contraste... Moi, j'ai été un peu déçu. Hein. En fait, c'est grave. Il y a un gros contraste, je trouve, avec le centre-ville, tu vois. Genre moi où j'étais, tu vois, le goudron était clean, les restaurants étaient propres. Downtown ? Non. T'as dit le centre-ville. Non, Beverly Hills. Ah, ok. C'était tout était propre. Ouais. Et ça m'a changé de downtown. Non, mais downtown, c'est trop... C'est craquelant. C'est craquelant. Fairfax aussi, c'est la street et tout, tu vois. Oui. Non, mais tout est la street. Et je fais la chute parce qu'elle m'a vraiment traumatisé, cette chute. Donc, on finit le clip, on tourne, tout ça. On taille. Le lendemain, bam, on regarde et il dit, mais rest in peace. Je regarde, je vois le gars avec qui j'ai joué au Dimes toute l'après-midi. J'appelle Haïti, je dis, quel bail. Il me dit, ils l'ont tiré dessus dans la tête 10 fois, mais ils se sont trompés de personne. Poto, j'ai fait le clip toute l'après-midi. Je lui ai dit, mais c'est comment on sort le clip? Il m'a dit, ouais, lui, il aurait voulu que le clip sorte, donc on va le sortir. Et c'est et ma vie, c'était que des trucs comme ça là-bas. Tout le temps. Tous les jours. C'est-à-dire que, limite, quand je vais là-bas, j'essaie de pas m'attacher aux gens. Ouais. Et je te parle sérieusement, genre, tu vois, en plus, j'ai commencé par le crump, c'est-à-dire que le crump, c'est vraiment famille. Ouais. Donc, on est en mode, on dort tous ensemble. On est tous ensemble, on dort tous ensemble, on vit des trucs ensemble, on gère des meufs ensemble, on va acheter des vêtements ensemble, tout. T'es là, t'es posé, t'es avec des gars, pendant 3 mois, tous les jours, bam, lui, il meurt. Bam, lui, il meurt. Et j'ai été confronté à ça à mes 17 ans, et ça m'a vraiment choqué. C'était la mort tout le temps. Et à un moment, je te jure qu'à un moment, t'as le truc de... Ça te choque plus. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'ils ont toujours le même rapport à la mort du coup? Pas du tout. Ils s'en battent les... Pas ils s'en battent les couilles, ça les touche, mais... Une story Insta. Comme Lil Durk, là, il sort son projet, là, vendredi. Enfin, il a sorti son projet, techniquement. Lui, il a mort. Les mecs comme Lil Durk, Chicago, Chief Keef, ça y est, ils ont, comme ils disent, ils ont des PTSD. Toujours, ils ont les symptômes. Mais... Quand tu vois les yeux de Lil Durk, là, t'as l'impression qu'il est kécho par la life. Hein. Ils sont... C'est trop. Tu vois, il a perdu son frère, son cousin, ses potes, ses trucs. Et les gangs, c'est trop. C'est terrible. Surtout Los Angeles, la culture des gangs à Los Angeles, elle est très présente. De fou. C'est plus gang culture que hip-hop culture, je trouve. Tu vois, c'est vraiment... Los Angeles. Ouais. En fait, c'est lié, hein. Oui, voilà, mais c'est surtout une culture de gang avant d'être une culture hip-hop. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, c'est comme ça que le résume Punch. Il dit, nous, on est plus gang culture et dans la East Coast, ils ont plus une hip-hop culture. Ouais, j'ai capté. Mais est-ce que toi, tu penses que tous les rappeurs qui sont à LS font estorquer? Ils sont pas extorqués, mais ils sont tous affiliés. Tous. Obligés. T'es obligé. Mais c'est même pas une question de... Non, mais même ceux qui viennent habiter à LA et qui sont pas dans des gangs. Tu viens habiter à LA, t'es obligé de connaître des gens, sinon c'est mort. Et déjà, il y a aucun rappeur qui vient habiter à LA. Ils vont tous à côté. Tarzana, Irvine, ils viennent pas à LA. Ils vont pas à LA. Tu vas à LA, si tu connais pas de gens, c'est mort. T'es un rappeur. Mais gros, il y a juste... Shaquille O'Neal, il jouait à Los Angeles, il se faisait extorquer, wesh. J'ai entendu une histoire, je sais plus qui m'a dit ça, mais que même lui, il a une sécu dans la street aussi. Bah, mais oui, il a envoyé des... Et lui et Draymond, quel autre basketteur là? Green. Draymond Green. Ouais, les deux, ils ont envoyé des soins à Big U. Apparemment, ils ont envoyé des soins... Bon, apparemment, je dis bien. Oui, pardon. Apparemment, moi, j'ai pas été dans des problèmes avec Big U.
Moi, je Pardon, dis direct. moi je suis pas mêlée, moi je suis. Ouais. Apparemment, bon, l'histoire elle est quand même. Je trouve ça drôle. En fait, quand j'ai vu l'info, ça m'a fait rire. Apparemment, Big U, il a dit bon bah écoute, voilà les garçons, je suis activiste, j'œuvre pour les jeunes de Compton, donc j'aimerais que vous envoyiez de l'argent pour mon association, pour mes œuvres caritatives. Il a viré sur ses comptes. Tenez, prenez mon RIB de mon compte privé. Et du coup, ils ont fait un virement direct dans son compte privé. D'après ce que les fédéraux ont retrouvé. Tu veux dire quoi? Donc, De toute façon, ils ont- ils avaient le choix même. Donc, du coup, ils ont reçu la. Mais je pense que eux, ils les faisaient passer par son entreprise Big U Entertainment, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Et après, ils se les viraient en perso. Mais pareil Ouais, avec les aides apparemment, qu'il recevait de la ville pour son assaut. Hein. Mais c'est pour ça que Ah. c'est pour ça que la scène de Los Angeles est galère. Ouais. C'est que c'est très compliqué. Moi, je pense que, ouais, et c'est c'est ça. pour ça que quand Kendrick il a réuni tout le monde, c'était un gros truc pour Los Angeles. Après, j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube de membres de gangs qui disaient que, ouais, il a réuni tout le monde, mais en réalité, c'est surtout des Bloods, il n'y a pas il y a pas assez de Crips, etc. Oui, Donc, bon, oui, il y aura Kendrick, toujours- voilà, hein. Il y aura toujours, Commence pas à dire Kendrick, il réunit des gens quand eux-mêmes, ils disent que. il y aura toujours, Non, mais il faut le dire. il y aura toujours des trucs. Ouais, Kendrick a pas fait le taf. Mais ce que Kendrick il représente à Los Angeles, c'est big, tu vois. Non, je rigole. En vrai, quand tu, non, je sais, J'adore Kendrick. je sais. Mais quand tu vas à Los Angeles, les noms qui ressortent, quand tu parles aux habitants de Los Angeles, numéro 1, Kobe Bryant. T'as vu les muraux, là? C'est incroyable, hein? Ouais. Numéro 1, c'est Kobe. Ouais. Numéro 2 du nom qui ressort, c'est Nipsey. Ouais. Et ensuite, c'est Kendrick. Parce que les gens, ils réalisent pas que Nipsey, on parle plus de lui que Kendrick là-bas. Et, franchement, je crois que parmi les personnes décédées, parmi les artistes décédés, je crois que l'artiste qui m'a vraiment, ça m'a vraiment, qui m'a le plus ému, j'arrive même pas à parler, qui m'a le plus ému, c'est Nipsey Hussle. Ouais. Nipsey Non, Hussle, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est C'était vraiment. C'était Kobe, hein. Enfin, c'est pas un artiste, mais. Ouais, ça m'a beaucoup touché aussi, Kobe. Ouais, Kobe, Mais c'était Nipsey trop, Hussle- la manière Ouais. et tout avec sa fille. Ouais, non, Non, c'était trop, wesh, hardcore. Kobe. Moi, Kobe, c'était. La vérité, Kobe, c'était mon daron, cousin. T'as vu, je parle Ouais. à Iverson tout le temps. Mais Kobe, c'était trop. Quand j'ai su, j'ai dit, Alisha, je vais aux toilettes. J'ai pas pleuré. J'ai pas pleuré. Arrête. Non, Tu as pleuré un Moi, je peu, sais que t'as Val. un- j'ai pas pleuré. T'es un mec moelleux, toi. J'ai pas- Pause. Jamais, je pleure jamais, moi. C'est ça mon problème. Faut que je pleure un peu. Des fois, j'essaie de pleurer. Je me regarde, je pleure j'essaie de pleurer dans la glace. C'est dur. T'as fait quoi aux toilettes alors? Aux toilettes. Il a fait caca, J'ai c'est regardé. C'est tout. Je suis allé aux toilettes, j'ai regardé. Et justement, je suis allé aux toilettes parce que je me suis dit, je vais peut-être pleurer. Je me suis dit, Bélec, elle me voit en train de pleurer, son négro, il pleure pour Kobe. C'est une dinguerie. Non, franchement, Je suis allé aux toilettes, je suis resté comme ça, j'ai dit, non, ça coule pas. Mais ça m'a touché de ouf. rien que la façon dont c'est arrivé et tout C'était avec trop. sa fille. C'était trop. Non, il y avait de C'était quoi trop. pleurer. Hein. Ouais. Ouais, c'était trop l'hélicoptère, le truc. Ouais. Et quelques jours avant, il était avec LeBron, il lui passait la torche de Los Angeles, des Lakers. Il était content parce qu'il allait entraîner l'équipe de sa fille. Enfin, tu vois. Non, c'est trop triste. Ouais, c'était trop, mon En plus, frère. les interviews qu'il a faites dans cette période-là, Bah oh ouais, là là c'était là là. trop Il m'a des tellement bangers. inspiré. Tu sais, moi, quand je suivais vraiment la NBA dans les années 2000, là, j'ai détesté Kobe pendant longtemps parce qu'il a mis à l'amende Allen Iverson en 2001, tu vois. Ouais. Mais c'est quelqu'un que en fait, tu vois, les personnes que tu détestes en public, mais que tu kiffes en privé, quand Ouais. personne regarde, Ouais. bah, c'était moi avec Kobe. Ouais. Parce que Kobe, c'était incroyable. Et quand il est décédé, bah déjà juste avant, parce que ça y est, j'ai dit bon, ça y est, il est à la retraite, je peux te dire, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est, enfin, dans le top 3 des meilleurs pour moi, tu vois. Mais vraiment là, je suis allé me faire ses interviews à l'époque, et franchement, qu'est-ce qu'il est inspirant, ce Ah oui, mec. mon frère. Ouais, Il c'était- est tellement Non, inspirant. Kobe, c'était vraiment quelqu'un. Kobe, wesh. waouh. Franchement, moi, tu sais, il me donne envie de me surpasser, tu vois. c'est c'était l'une des ça. rares personnalités C'est qui la me donne envie de me mentalité. surpasser. Ouais. Travailler très dur, être obsédé par son truc, tu vois. Vraiment, je vous invite à aller regarder ses interviews, c'était vraiment incroyable. Donc ouais, mais pour revenir sur les rappeurs qui se font extorquer, donc tu penses pas que Chris Brown se fait extorquer, par exemple? Chris Brown. Ouais, parce que les gens disent ça. Après, c'est un pyro maintenant. Les gens disent que c'est vraiment un pyro et tout. Extorqué, je sais pas, mais c'est sûr qu'ils donnent tous de l'argent à des gangs ou des mecs. Ouais, paye pour leur protection. En quoi. fait, c'est une sécu. Ouais. C'est ce qu'on appelle. Tu peux appeler ça se faire extorquer, mais c'est leur sécu. Hmm. Ils sont tous les mecs qui sont de LA, ils sont obligés de. Enfin, et même pas que des LA, ils ont tous leur sécu dans la street. Pareil, regarde, quand il y avait Takeoff, il est mort. Ouais. Tous les mecs qui vont chez À Jeff Houston, Prince, là. là, à Ouais. Houston, pour la plupart, ils sont obligés de check-in pour ne pas avoir de problème. Et à Memphis, c'était ça le truc. C'est qu'ils ont pas de check-in. Ouais. Ils ont flex, etc. Ce soit le cas, ils Qui ont ça, pas de tu- check-in. Ah, c'est pour ça. Ouais, ils ont flex Ok, là-bas. Ils ont j'ai dit, pas nous, on creusé. check pas, on est là, on est dans les endroits les plus chauds. Ils sont fait tirer dessus. Donc, il y a cette culture, et moi, je la valide pas. Je te dis la vérité. Ouais, moi non C'est une plus. culture que je valide pas. Moi non plus. Mais en vrai, c'est leur manière à tous de faire de l'oseille. Je sais pas si t'as vu une interview là où il y a Academix, Vlad je sais pas si c'est et celle-là. Wack 100. Non, c'est une autre Non. où il y a l'un des mecs qui est béton avec Big U là. Comment il s'appelle le deuxième? J'ai oublié son blaze.
Bref, peu importe. Il fait une interview avec lui. Et lui, dans l'interview, il explique clairement comment il a extorqué de l'argent à Meek Mill. Il dit, on était en club, il y avait Meek Mill qui était là, et Academics, lui, il croit qu'il rigole, tu vois. Donc il dit, ah ouais, tu l'as extorqué avant qu'il chante Dream and Nightmare. Il a dit, mec, il a même pas eu le temps de faire un son. Je l'ai attrapé, je l'ai tiré. Je lui ai dit 50 000. Waouh. Meek Mill, il a appelé Rick Ross, ils ont parlé à Rick Ross. Ils étaient 50 quand ils sont arrivés. Il était pas tout seul, il était avec 50 mecs à Los Angeles en club. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, le frérot? On lui a dit 50 000, il a donné 50 000. Chaud. Les gars, malheureusement, je vous interromps, on a d'autres sujets à aborder. Ouais, désolé. Ouais, c'est clair. Et dans les sujets que j'aimerais qu'on aborde, il y a Doechii. Ouais. Parce que... Enfin, non, elle est de Tampa, mais ses producteurs, ça reste la West Coast. Donc, En plus, donc on reste dans le même thème. Ouais. Il y a un mot qui ressort beaucoup en ce moment, c'est le mot industrie plante. Alors une industrie plante, à la base, c'est quelqu'un qui est censé être créé par les labels, qui sort de nulle part et qui d'un coup bénéficie d'une lumière et d'une mise en avant pas du tout méritée et pas du tout légitime. Je trouve ça un peu paradoxal qu'on entende dire ça au sujet de Doechii, qui pour le coup a documenté toute son ascension. Il y a, je crois, personne qui a autant d'images de toutes les années et tout le parcours qu'il a eu à faire pour en arriver là, mais elle écope quand même de cette appellation-là. Qu'est-ce que vous en pensez la concernant, et après, qu'est-ce que vous pensez de l'usage qui est fait de ce mot? Bon, en fait, je pense que les gens, ils aiment utiliser des mots à tort et à travers. Je l'avais déjà dit. Tous les mecs qui parlent de DA toute la journée. Oh là, la DA, industrie plante. Oh, la culture. En fait, c'est des mots qui sont devenus populaires parce qu'il y a des podcasts, parce qu'il y a des trucs, Je crois etc. que c'est le mot industrie plante. Je pense sincèrement que c'est toi et moi qui l'avons popularisé. Tu sais, c'est des termes qu'on entendait là-bas, et à force d'écouter nos vidéos, même en France, les gens commencent à sortir industrie plante partout. Voilà, du coup, pour répondre, Pour non, tout et n'importe quoi. non, tous les mecs qui utilisent tous les termes là, arrêtez, utilisez les bons termes. Ça, c'est des crocs. D'ailleurs, quel look incroyable aujourd'hui. Des Crocs Vraiment, Lakers. Des Crocs Lakers, j'allais le dire. Toi, t'as capté remarqué, quand il n'y a pas d'invité, tu fais jamais des efforts pour moi. Mais là, c'est un effort là que je fais. Non, ouais, vas-y, moi. Violet, attention. Ah, j'avoue, il y a Violet, du détail, des détails, là. Mais moi, c'est juste que j'ai en tête ta tenue pour Gazo, pour Booba. T'as vu ces outfits? Des C'est vrais vrai. outfits, hein. Nous, tu nous Faut voir. négliges. Néglige, regarde. Mais moi, moi, je suis frais là pour moi. Toi, t'es vrai, là. Moi, je suis En bien, là. détente. Mais j'avoue, quand même, j'avais pas vu comment t'étais assorti en vrai. Là, je suis habillé en muerte. Aïe, aïe, aïe. Mais pour revenir sur le sujet, non, franchement, tous les gens qui utilisent tous ces termes-là sur les réseaux, ils me fatiguent, tu vois. Ils utilisent des termes à tort et à travers. Tout le monde pense comme un producteur, comme un média. Ça parle de chiffres, et ça, faut arrêter, les gars. Arrêtez de parler comme si vous êtes qui fait la musique. Arrêtez de faire les producteurs, les médias, les nanana. Non, Doechii, c'est pas une industrie pleine. Elle a travaillé, etc. Alors peut-être pour certains, vous l'avez tous vu d'un coup sur toutes les cérémonies, les ceci, les cela, les nanana. Mais les frères, on était au BET Awards, on l'a vu à What it is, oh, what's up, avec Kodak Black. Elle travaille depuis 2020, elle est chez TDI, elle charbonne. Peut-être que oui, elle est beaucoup exposée maintenant, mais il y a eu un travail derrière. Tu peux pas dire c'est une industrie pleine. Tu peux dire peut-être que là on la voit beaucoup parce qu'elle profite de TDI, de ce qui se passe, etc. Oui, mais tu peux pas dire c'est une industrie pleine. Ouais. Moi, on m'a déjà dit que j'étais en industrie pleinte. J'ai dit merci. Mais ça me choque pas. Moi, j'ai dit merci. C'est-à-dire, je suis tellement Tu sais chaud que je regarde des commentaires, mais maintenant, tu sais, quand je me regarde, je me dis, waouh, ça y est, je crois qu'on commence à devenir des Illuminati. Genre, je regardais de mes commentaires. Moi, j'ai déjà eu, c'est trop tard. Non, mais j'ai eu des ouais, toi, je sais que t'as déjà eu. Mais des fois, je vois des commentaires comme ça, mais des commentaires de mecs qui poussent la réflexion. Et je me dis, putain, à l'époque, j'étais peut-être comme ces mecs. Donc, en fait, c'est des gros débiles, en fait. Dans le sens où, en fait, ils ont développé tout un raisonnement sur nous. Par exemple, j'ai donné un exemple. Il y a un mec qui m'a choqué. Et je me suis dit, waouh. En fait, ça me fait kiffer, mais en même temps, Ça te fait peur? Ouais, ça te fait peur en même temps. Tu sais, j'ai fait une vidéo sur Jay-Z, là, récemment, là, en parlant de l'affaire, etc. Et je sais plus où j'ai vu le commentaire, mais je suis resté dessus. Le mec, il disait, ouais, vous savez pas, mais évidemment, Chris, c'est un média. Donc, les maisons de disques, lorsqu'elles veulent contrôler un petit peu la masse, elles vont contacter les médias pour leur dire, de dire des choses en particulier sur Jay-Z, pour que les gens pensent, et j'ai regardé le gars, j'ai dit, waouh, le gars, il me trouve tout. C'est-à-dire, je suis super puissant, en fait, hein, dans sa tête. Quand il y a des théories du complot sur toi, c'est que... Quand il y a des théories Quand on dit que t'as pacté, ça veut dire, ouais, ça veut dire que t'as vraiment percé, tu vois. Et je regardais ce truc-là, j'ai dit, je sais pas, en même temps, je suis saucé. Parce que je me dis, je suis grave puissant, en fait, hein, tu vois. Mais en même temps, c'est chelou. Parce que tu te dis, ouais, ça veut dire que s'il pense ça veut dire que s'il me voit, il va se dire, t'as fait un pacte.
tu fais partie des Illuminati. Tu vois ce que je veux dire? Et là, c'est un peu chelou parce que. Il va jamais te croiser, il va jamais te parler. Les mecs qui mettent des commentaires. Et là, ouais, c'est ça. c'est des pisseux. Ouais, mais en vrai, Ils sont là, ils mettent des. Tu mets des commentaires, toi? Non, On va sur YouTube, on va insulter les gens. Non, après, on va faire ça avec nos doigts. Non, mais Mettez des commentaires, mettez des commentaires, wesh. Non, mais N'écoutez pas, je parle des mecs qui mettent des commentaires négatifs. Quand tu mets des commentaires Je parle de négatifs, ça c'est chaud, ça. Je vois les mecs, ils arrivent, ils insultent des mères sur. Ouais, ça c'est chaud. Ouais. Ça, c'est pas des mecs que tu croises dans la rue. Franchement, c'est quoi? Je vais dire la vérité, hein. Avant que je fasse moi-même des vidéos, la tête de WAM, j'avais jamais fait un seul commentaire nulle part. C'est depuis que j'ai de l'audience, je me dis, des fois quand je suis sur TikTok, quand je scrolle un peu, je vais commenter un petit peu parce qu'ils vont potentiellement le voir, ça va être drôle, etc. Mais sinon, je commente jamais de base. Je suis un mec qui n'existe pas sur les réseaux, tu vois. Et donc, quand je vois des commentaires négatifs et des fois des longs pavés, je me dis, ah ouais, le gars, en fait, il prend le temps vraiment de faire ça. Enfin bref, des conneries. Mais pour revenir sur le sujet et sur Doechii, moi, je suis d'accord avec toi. Doechii, je vais le dire, je vais commencer par là, après, je vais nuancer un peu. Doechii, c'est pour moi l'un des sujets les plus excitants, et je vais pas dire de pause, parce qu'en plus, elle est plutôt jolie, je dois le dire. Mais, quand je dis excitant, je parle de la musique. Je parle de la musique! On a rien dit, frère. Je parle de la que tu musique. parles tout seul. Hein. Je vois, tu t'énerves tout seul, on a rien, personne n'a parlé. Vas-y, elle t'excite. Sujet excitant. J'ai pas dit qu'elle m'excite. Excuse-moi, vas-y. Bah après, j'ai dit en parallèle que c'est une très belle femme. Je sais pas D'accord? pourquoi t'as dit ça, mais vas-y. Mais c'est important de le préciser. Parce que et le charisme, on a parlé de ton style, là je parle d'une artiste, c'est important de le préciser. Bon. Et je trouve que c'est un des sujets les plus excitants du game. Parce que, en fait, il se passe tellement rien, en réalité, dans le game, dans les nouveaux artistes ou quoi. Bon, elle a quand même sorti plusieurs mixtapes, etc. Mais il y a tellement pas de nouvelles choses, de nouvelles propositions musicales, que lorsque tu vois une artiste comme Doechii débarquer, faire ce qu'elle fait, en plus vraiment rapper, tu vois, on n'est pas sûr, tu vois, j'adore, tout le monde sait que j'aime beaucoup Ice Spice, etc. Mais en vrai, Ice Spice, tu vois, c'est pas une vraie rappeuse. D'ailleurs, je l'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai toujours été par contre objectif là-dessus. Ice Spice, c'est une artiste qui, certes, apporte de la joie, sait faire des sons fun, etc., qui est sympathique en termes d'image, tu vois, mais... Ah, c'est la gestuelle qui te fait rire, c'est ça? C'est la gestu? Refais-le, en termes d'image, elle est sympathique. En termes d'image, ok, ouais. Voilà, je parle beaucoup avec mes mains. En termes d'image, elle est sympathique, mais tu vois, c'est pas une vraie rappeuse. Elle apprend avec le temps, tu vois. Par contre, Doechii, performeuse incroyable, vraie rappeuse. T'écoutes son projet là, Alligator Bites Never Heal, je crois que c'est ça le titre. La mixtape là, qui a eu le Grammy Awards là du meilleur album rap. Franchement, c'est un super album. Elle se donne. Et sur scène, tu vois, je me plains souvent des artistes qui savent pas faire de scène, mais ces performances scéniques sont incroyables. Bien sûr. Donc tu vois, je vois tout le packaging. Donc du coup, moi, je valide. Et en plus, bon, ok, je suis OVO Chris, etc. Mais Tidy, c'est quand même... Moi, si j'étais producteur, je pense que j'essaierais de tendre vers ce que Top Dog a fait. Okay. J'aime beaucoup ce côté artistique, ce qu'il propose, etc. Tu vois, ce qu'il fait avec Kendrick Lamar, j'aime beaucoup. Tu vois, en termes d'image, tout ce qu'il fait avec Kendrick, tout ce qu'il a fait dans le passé avec Kendrick, ou même avec Absol ou Schoolboy Q, tout était calculé, tu vois. Et là, ce qu'il propose avec Doechii, c'est exactement ça. C'est quand ils disent un peu la femelle Kendrick, j'aime beaucoup cette idée-là. Maintenant, je peux comprendre pourquoi les gens disent que c'est aussi une industrie plante, parce que, elle a sorti 3 mixtapes, d'accord? Elle a beaucoup travaillé, etc. Ça, on lui enlève pas. L'année dernière, elle sort sa mixtape, elle fait 11 000 copies première semaine. Bon, ok, elle a des trends, etc. Ça pète un petit peu. Mais c'est vrai que, d'un coup, quand tu regardes dans les médias, elle a bénéficié d'une telle aura, d'une telle exposition brusque, que les gens, de leur côté, lorsqu'ils regardent l'artiste, ils peuvent se dire, mais attends, moi, je vois pas de hit de ouf tourner d'elle, tu vois. En plus, Internet, aujourd'hui, il y a plein de mondes différents. Tu vois, moi, par exemple, dans mon univers à moi, il y a pas beaucoup de Taylor Swift. Or, en fait, Taylor Swift, c'est l'artiste la plus big du game, tu vois. Et en fait, comme tu vois pas beaucoup de choses sur Doechii, tu te dis, mais elle, j'ai l'impression, on nous l'expose, on nous la met devant. Toi, tu vois plus peut-être du Cardi B, tu vois plus du Ice Spice, tu vois plus du Megan Thee Stallion. Mais tu vois, Sexy Red, tu vois, Sexy Red qui était très présente. Et Doechii, d'un coup, tu la vois arriver. Et en plus, elle est exposée comme ça aux Grammy Awards. Et tu te dis, mais attends, Sexy Red n'a pas été mentionnée là. À ma connaissance, elle a jamais été nominée. Tu vois, peut-être que vous allez me corriger, je parle de tête. Et d'un coup, tu la vois remporter le best album of the year, tu vois. C'est le best album, excusez-moi, le meilleur album rap
de l'année. Tu vois, et la dernière femme qui a remporté ce titre-là, c'est Cardi B en 2018, si je me trompe pas, avec son seul album, quoi, Invasion of Privacy. Donc tu te dis, c'est comme si l'industrie s'était mis d'accord pour la mettre, elle, en avant, parce qu'elle représente suffisamment les valeurs du hip-hop, qu'elle performe bien, et aussi, il faut dire une chose, c'est que selon les époques, il y a des valeurs qui sont plutôt mises en avant par les grosses structures, tu vois, comme ça. Là, par exemple, tu vois, c'est le fait de mettre des femmes noires en avant, tu vois, les dark skins, etc. Donc, même symboliquement parlant, l'industrie va potentiellement aussi la mettre en avant pour ça. Ça, il faut pas le nier, ça existe. Mais, ce qu'il faut pas nier, c'est le talent de l'artiste. Vraiment, pour le coup, elle a un véritable talent et je suis très content si c'est une industrie plante ou si ils ont décidé de la mettre elle en lumière. Je suis très content de ça parce que il fallait une proposition et je vais m'arrêter là opposée à Sexy Red. Moi, j'aime beaucoup Sexy Red, mais j'aime beaucoup Doechii. Je veux que les deux puissent coexister. Voilà. J'avais beaucoup de choses à dire. On a sur adoré ce Doechii. petit LSD là, Il a plein fait un petit d'analyses. Il fallait que je le dise. On va Et revenir je du côté. tiens à le redire. J'ai parlé du sujet existant, d'accord? Je disais Donc pas. pour toi, ouais, c'est une industrie pleine. Vas-y, ok. Je le mec qui tout à la fin. Il a rien écouté. Il en a marre de moi. On peut pas bosser dans ces conditions. Chris, j'ai une petite question pour toi. Je sais que t'écoutes du rap français. Ouais. C'est quoi la dernière écoute que t'as faite là? Dernière écoute. Alors, il y a eu Guy de Besba et Joe Lagreen, là, le dernier qui est sorti. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que, en fait, l'album qu'il a sorti, ou la mixtape, je crois que c'est une mixtape qu'il a sorti, vous me corrigerez si j'ai tort, qu'il a sorti en novembre dernier. Ah, pardon, en novembre, Ouais, ok. voilà, en novembre dernier. Je l'ai écouté, mais que d'une traite, j'ai pas un avis vraiment arrêté dessus. Par contre, je vais être honnête, hein. Quand j'ai vu le clip avec Adèle Castillon tourné sur les réseaux, et que j'ai vu justement que le projet allait sortir là, je me suis dit ok, c'est un extrait du projet, mais c'est pas un extrait du projet, c'est extrait de l'autre de son projet qui est sorti en novembre. Je me suis dit ah vas-y, flemme. En fait, j'aime pas les rappeurs en général qui vont faire des concessions pour essayer d'être pop. C'est-à-dire que l'instru, le concept, tout ça, je me suis dit oh putain, j'ai trouvé ça totalement naze, hein, je vais être honnête. Et puis même le TikTok, etc. En fait, je trouve que c'est deux univers tellement différents que je me suis dit, tu sens que c'est forcé. Lui, de son côté, il veut toucher un nouveau public. Elle, de son côté, elle veut être plus cool. Donc, les deux collaborent. Donc, j'ai pas aimé. Mais juste Du coup. sur Adèle Castillon, Ouais. elle, pour le coup, j'ai l'impression que c'est une industrie plainte. Ah, qui peut-être bien, hein. Ça, je Non, pourrais bah, pas. Ok. Ben, elle a fait des feats avec Gazo, il y a d'autres rappeurs avec lesquels elle a fait des feats. Et elle, j'ai Je suis l'impression sûr qu'elle qu'elle est... écoute je suis sûr qu'elle écoute la musique. Mais tu sais, moi, la collaboration entre les artistes comme ça, là, moi, je peux C'est pas. forcé, je trouve. C'est forcé, je peux pas. Et j'avais pas envie d'écouter le C'est projet. qui Adèle Castillon? Je crois que c'est une Moi, pote je des connais pas, Squeezie et tout. Ouais, Elle vient de c'est une YouTube chanteuse de base. pop, hein. Ah ouais, ouais. c'est une Mais non, elle est pote de gros youtubeurs. Et Ok. j'ai l'impression qu'elle a été mise en avant parce que elle connaît connais des pas, gens qui j'avoue connaissent que des gens, quoi. Ah, je pourrais pas te dire, moi. Pour le coup, je vois souvent son nom passer un peu partout, mais je connais pas bien l'artiste. Ce qu'elle propose en général, je la vois souvent en featuring avec des rappeurs. Je pense qu'elle kiffe le Peura, donc elle feat avec eux. Mais quand j'ai vu ce truc au début, je me suis dit, vas-y, flemme. Mais je me suis dit, tu sais quoi, je vais écouter quand même l'EP. Je sais pas si on peut parler d'EP, mais en tout cas, ça a la forme d'un EP. Et en vrai, j'ai trouvé ça bon. En fait, ce que j'aime bien avec Joe Lagreen, alors, soit j'adore les morceaux, soit je les aime pas. En vrai, ce que j'aime quand même avec Joe Lagreen, c'est qu'il se casse la tête en termes de propositions musicales. Il essaye de faire différent. Il mélange l'électro, le rap. Des fois, ça donne des choses que j'aime pas. Des fois, ça donne des choses que j'aime plutôt bien. Et globalement, je sais que l'album, j'ai trouvé trop long. En termes de sonorité, c'était pas trop ce que je kiffais toujours. Tu vois, il y avait des trucs que j'aimais bien, mais j'ai plus trop de souvenirs. Parce que dans cette période-là, on était dans un run incroyable sur Sikeo. Donc j'avais pas trop le temps de revenir surtout. Parce que quand t'es en train de dominer le game, t'as pas le temps d'être partout. Tu vois ce que je veux dire? On comprend. Mais, donc je peux pas redonner vraiment mon avis sur le projet qui est sorti il y a quelques mois. Mais sur ce qui est sorti là, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il a essayé d'aller sur du concept. Tu vois, il y a le morceau. C'est Message d'un pote. Attends, faut que je retrouve le titre exact. Il revient un petit peu sur... il prend le rôle d'un pote qui lui parle et qui lui donne... qui lui donne des nouvelles, tu vois, et qui dit qu'il est content pour lui, etc. Tu vois, tu te dis, ok, c'est un rappeur et il essaye de proposer quelque chose de différent, appel d'un bro, tu vois. Donc il essaie de proposer quelque chose de différent, il essaie de se casser la tête en termes d'écriture.
Et j'ai trouvé ça intéressant. Et puis la cover aussi, elle est charmée. Ouais, qui est basée sur la vidéo dans laquelle il est victime d'une bavure policière. Je sais Ouais. pas si c'est lui. Je crois qu'il a juste posté la vidéo et qu'il l'a balancé comme ça. Et qu'après, on a eu la cover. Il y a moyen que ce soit lui, mais je pense que tu vois, si j'étais lui, enfin, moi, j'aurais balancé ça en cover d'album direct. Plus que projet. Moi, je m'attendais à un projet plus long et tout, tu vois. Et que ce C'est soit pour son avant anniversaire, c'est sorti un dimanche, 23 mars. Je pense qu'il s'est fait un petit plaisir. Hein. Ok, moi, j'aurais sorti ça direct en album parce que j'ai trouvé le concept charmé par contre. Mais t'as dit quelque chose de ça, vrai, je trouve, c'est que Je la green sur un son, soit t'aimes pas. Ouais, Il y a pas de juste milieu. ouais. Moi, je dis tout le temps, je crois que dans les premiers CKO, je parlais toujours de 360 trickshots. Je trouvais le son charmé. Et après, il y a des sons, je me dis, j'aime moins. Tu vois, parce que c'est un peu, tu sais, il essaie de proposer autre chose en termes de flow et tout. Mais par contre, ce qu'il a proposé là, franchement, il y a des trucs que j'ai bien validé, les instrus et tout. J'ai trouvé qu'il y avait un vrai travail et tout. Et c'est cool. Très bien, on reste en France, mais on part du côté des Antilles maintenant. J'ai l'impression de présenter la météo. On va retrouver Balou, du coup. Il y a un sujet qui revient pas mal sur les réseaux, c'est celui de l'appropriation culturelle. Alors, il revient à toutes les sauces et sur tous les sujets. Mais là, c'est au sujet de l'appropriation culturelle qui serait faite autour du bouillon. Alors, pour rappel, le bouillon, c'est un genre musical originaire de la Dominique, donc une île située entre la Guadeloupe et la Martinique. Je parle bien de la Dominique et pas de la République dominicaine, qui s'est beaucoup exporté en Guadeloupe et puis dans le reste du monde plus récemment. Et là, actuellement, la communauté antillaise en parle notamment parce que l'artiste guadeloupéen Wanty One a de gros hits comme Boué. On dit Boué? Boué. Boué. On dit Boué. Boué. Et Leave Me Alone. Et pourtant, il n'a pas vraiment de reconnaissance médiatique en Hexagone, en tout cas. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, perso, je l'ai découvert quand un TikToker a fait une vidéo et qu'il a parlé de lui, mais il était déjà en train d'expliquer l'appropriation culturelle. Donc moi, en fait, je l'ai découvert comme ça. Mais est-ce que ça tourne vraiment en France, l'artiste? Le Vraiment, son je connais tourne, pas. mais son visage, pas forcément. On le connaît pas. C'est la tendance TikTok, hein, du moment. Hein. Tout le monde, d'accord. tous ils refont des trucs dessus. Hein. Paola, CTC, tous les TikTokers, les YouTubers, ils dansent tous dessus. Non, en gros, pour expliquer ce qui se passe, ouais, comme tu l'as dit, il y a la sonorité bouillon qui a débuté en Dominique, qui a bien pris en Guadeloupe depuis 10 ans. Hein. Peut-être le bouillon, c'est big en Guadeloupe. Bon, pareil avec le chata en Martinique, tu vois. C'est une sonorité qui fonctionne bien. Et là, depuis quelques années, forcément, quand une sonorité fonctionne bien, elle va s'expatrier. Et en fait, la problématique qu'on a, c'est la même problématique qu'il y a eu avec le zouk. C'est-à-dire que pendant 5-6 ans, les rappeurs français, ils ont tous pris des instrus de zouk et ils ont fait des morceaux dessus sans jamais dire que c'était du zouk. Limite en ayant honte de faire du zouk et en transformant même l'appellation zouk en pop urbaine. Et en fait, depuis que ça s'est arrivé, faut savoir que le peuple entier a un peu peur parce que c'est un peu nos trésors, en fait, nos musiques. On n'a pas grand-chose. C'est des vrais trésors. Hein? Et c'est des vrais trésors. C'est des vrais trésors. Parce que, god damn, ouais. on a dansé dessus. Bon, bref. Ouais, quand je dis on n'a pas grand-chose, c'est dans le sens... Non, mais on n'est oui, pas s'est reconnu compris. pour beaucoup de choses, alors qu'il y a énormément de talent, de force, de talent, même d'énergie. de la culture, elle est large, tu vois, aux Antilles. Et il n'y a pas grand-chose qui est mis en lumière, entre guillemets. Et quand il y a des choses qui sont mises en lumière, en fait, c'est dommage que ça soit transformé. Je pense que c'est de ça que le peuple entier a peur. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que, on prend l'exemple, hein, et Théodora encore, j'ai rien contre elle parce qu'elle a fait son truc et elle a toujours donné le crédit. Pour le coup, oui, elle a toujours rendu. Voilà, elle a toujours donné le crédit. Donc, voilà. Mais Théodora, quand elle a fait du bouillon, ça a pris, c'était un peu partout. Elle a été mise en avant un peu partout. Et ce que le peuple entier, en fait, reproche, c'est que, là, on a Wanty One qui pète à l'international. Tu vois, moi, j'ai l'impression que c'est une star internationale. Non, en France, c'est big. Okay. En France, c'est big. C'est tendance TikTok, genre. Ok, d'accord. Top, tu vois. Ok. Mais c'est aussi, au Nigeria, ils l'écoutent. Mais c'est aussi au UK. Mais c'est aussi aux States, tu vois. Genre, il y a Steph London qui danse dessus, tu vois. C'est parce qu'il parle anglais et créole dessus. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un terre, en fait. C'est un truc. Mais du moi, coup, c'est comme ça que je l'ai vécu. Eux, ce qu'ils se disent, c'est bon, déjà, on n'est pas reconnu alors qu'on a un hit. Mais en plus, là, il y a plein de gens qui reprennent les sonorités bouillon. Ça peut être des rappeurs, ça peut être, je vais pas les citer, tu vois, il y en a plein. Et ils ont peur que ça refasse ce truc-là, comme avec le zouk, que ça récupère, que ça transforme le truc. Il y a eu le truc aussi avec le chata, tu vois. Il y a des soirées chata qui sont des soirées dancehall, en fait, sur Paname. Mais voilà, c'est devenu des soirées chata. En fait, c'est devenu, tout se transforme, en fait, tu vois. Ouais. Et ils ont peur de ce truc-là. Et surtout, quand je dis je me mets dedans aussi, mais surtout qu'en fait l'histoire soit effacée, en fait. C'est plus ça, que ça efface l'histoire plutôt que ça l'acknowledge, comme on dit, tu vois. C'est se dire, vas-y, tu vois,
je sais pas, imagine, je sais pas, je dis, voilà, il y a la rumba au Congo. Vas-y, il y a tout le monde qui fait de la rumba à Paname. On imagine le Congo, on imagine que le Congo est minoritaire dans la musique. On imagine, vraiment, on imagine. Minoritaire dans la musique francophone, en tout cas française, Ouais. et que vous êtes en minorité, et qu'il y a tout le monde par contre qui reprend la rumba et qui disent ça c'est la pop urbaine. Ouais. Ben les mais- Congolais ils vont être, tu vois, ils vont se dire, ah, non, c'est la rumba les gars. Non, mais totalement. Moi là-dessus, je suis totalement avec toi. Dans le sens où, en fait, quand tu regardes sur les dernières années le nombre de hits qui ont été faits par des rappeurs, par des chanteurs d'R&B, qui vont aller puiser leur inspiration musicale aux Antilles, en particulier en Martinique, Guadeloupe, parce que en vrai, tu vois, bon, on sait les Congolais, etc. Mais vous, musicalement parlant, vous êtes extrêmement fort, extrêmement créatif. Mais quand tu vois que en proportion, il y a assez peu d'artistes des Antilles, on l'a beaucoup dit ici sur Sikeo, qui réussissent à avoir de grandes carrières grâce à cette musique-là. Je pense que c'est un problème. Je pense qu'aussi, on devrait avoir plus de producteurs et de beatmakers venant des îles qui profitent de cette musique-là, parce que c'est une musique qui vient de chez eux, tu vois. Je trouve que c'est totalement cohérent en termes de culture que les gens qui ont créé cette culture puissent ou du moins qui ont participé, qui sont nés dans cette culture, qui puissent au moins en cueillir les fruits. Donc ça, je comprends totalement. Je pense juste que la notion d'appropriation culturelle, c'est devenu un petit peu tout et n'importe quoi. Je pense que c'est très important et en vrai, chaque communauté le fait différemment. Chaque communauté le fait différemment. Mais c'est très important que les Antillais nous rappellent que le bouillon, le chata, ça vienne de chez vous. Ça, en soi, je trouve que c'est totalement valide. Après, comme toute culture qui évolue, il va y avoir à un moment donné aussi des mélanges, des gens qui vont créer des choses différentes ou quoi, etc., etc. Et je trouve que c'est important aussi de pas avoir peur de ça et se dire qu'à un moment donné, des choses vont évoluer. Maintenant, les Ils ont artistes... pas peur de ça. Hein. Ouais, non, il y a pas de problème. Ils ont peur de l'effacement parce que là pendant 5 ans, il y a eu tout le monde a fait du zouk, il y a jamais eu le mot zouk qui est sorti. Je pense même plus même. Pour le coup, Ouais, t'as raison. tu vois, Ouais. c'est pas, ils ont pas peur. Ils ont pas peur de l'évolution. L'évolution, on n'a pas peur. On a peur en fait, d'effacer la culture, en fait. Et moi, je suis d'accord avec toi. Et surtout, moi, ce que je dirais, c'est l'effacement de la culture. Et dans l'appropriation culturelle, moi, ce qui m'embêterait le plus, c'est de voir des gens exploiter une musique qu'ils aiment pas, mais juste l'exploiter parce que financièrement parlant, ça rapporte. Moi, ce qui s'est passé avec le zouk. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est ça, moi, qui m'embête, surtout dans l'appropriation culturelle. Moi, à titre personnel, si je vois quelqu'un, ça peut être nous les Congolais, on prend les choses différemment. Nous, ça nous fait beaucoup rire quand on voit des Japonais qui étaient fans de Papa Wemba faire de la rumba congolaise au Japon. Tu vois, si vous le savez pas, ça existe, tu vois. Voilà, ils le font, etc. Nous, ça nous fait rire. On dit, notre culture, elle se diffuse, etc. Nous, on le voit différemment, tu vois. Ouais, mais c'est pas la même chose. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, déjà, c'est un phénomène qui est hyper, comment on appelle ça? Singulier et très centré. Et c'est pas, et les gens qui reprennent cette culture, et c'est là où je fais le parallèle, c'est des gens qui sont ultra passionnés par la culture de chez nous, qui vont la récupérer et qui vont la diffuser chez eux. Ça, c'est pas un problème, c'est des fans. Il y a un paramètre que tu oublies. Attends, Ouais, mais il y a un paramètre que tu oublies. Vas-y, il y a pas de problème, tu vas me dire quel paramètre. De l'autre côté, l'appropriation culturelle, c'est, j'aime pas forcément cette musicalité, mais c'est le truc à la mode, il faut surfer dessus, je vais le récupérer, je vais l'exploiter, l'essorer, gagner de l'argent dessus, et le jour où c'est plus populaire, je le jette à la poubelle. Moi, à titre personnel, en tant que fan de musique, et en tant que personne qui respecte les cultures des autres, je trouve ça pas cool. Je pense que quelqu'un qui aujourd'hui se met à se lancer, tu vois, un Renoir à Paname, qui est fan d'animé, et qui décide de se lancer son propre animé, que ce soit le truc à la mode ou pas, il s'en bat les reins en fait. Il est fan de ça et il se dit qu'à un moment donné, il va réussir dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cette personne veut? Cette personne veut être validée par les gens de ce pays-là. C'est-à-dire qu'il va aller potentiellement à un moment donné au Japon, rencontrer les grands mangaka, et il va prendre des photos avec eux, il va être enflammé, il va être content, etc. Tu vois. Le gars qui fait de l'appropriation culturelle, c'est pas ça. C'est populaire. Il faut surfer dessus, on fait de l'argent, et quand on a fini de faire de l'argent, on jette le truc. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Ah, mais il n'y a jamais eu le sens inverse, ce que tu dis. C'est-à-dire? Il n'y a jamais eu ce que tu as dit, là, l'exemple du mangaka qui va se ressourcer au Japon. Il n'y a jamais eu ça avec la musique antillaise. Hein. Non, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'expliquais en fait l'appropriation culturelle, et c'est pour ça que j'arrive à comprendre
dans ce sens, tu vois, les Antillais qui se disent ah ouais non mais quand même là à un moment donné ça a été exploité, etc. Par exemple pour One T1, c'est One T1. Ouais, c'est ça. Moi par exemple pour One T1, bon je me suis dit bon pour moi c'est un artiste qui a pété surtout à l'Inter, tu vois. Quand j'ai vu ce clip et tout ça, enfin après j'ai pas creusé, je me suis dit ouais c'est un artiste qui a pété à l'Inter, c'est pour ça qu'en France on n'en parle pas. Moi-même je connaissais pas, tu vois. J'ai connu via la vidéo, donc il lui a fait de la promo en quelque sorte. Congolais sous BBL. Ça tournait partout, je le voyais tout le temps sur TikTok, C'est pareil partout, pour etc. One, c'est ça le truc. C'est que c'est pareil. Mais- C'est le même buzz sur TikTok. Ok, d'accord. Et c'est ça la problématique, Mais en je fait. pense, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas pour cet artiste-là, sincèrement, que les gens se sont dit, on va pas le poster parce que il est des Antilles ou quoi, tu vois. Je pense pas que ce soit ça. Vraiment. Frérot, tu vois. en fait, c'est pas que on pense ou on pense pas que c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, pourquoi je t'ai dit qu'il y a une donne que tu oublies tout à l'heure. Mhm. Quand tu compares au Congo, la comparaison elle est pas faisable. Parce que le Congo, c'est un pays. Oui. Et il a sa propre culture. Et quand le Japon il reprend le Congo, c'est un pays qui reprend le même pays, un autre pays. Oui, je suis d'accord. Attends, laisse-moi finir. Mm. Sauf que là, c'est des Français. Ça veut Oui. dire qu'ils sont même pas sur les médias français. C'est ça que je t'explique. Ils sont même pas sur les médias de leur propre pays. C'est ça en fait la Non, 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 problématique. mais ça- C'est-à-dire que même si tu prends n'importe quelle catégorie dans n'importe quel site, n'importe quel projet, n'importe quel média, c'est une catégorie à part. Mm. Ils sont dans tout à part. Ouais. Sauf que les personnes qui reprennent leur même style, Mhm. ils sont pas dans la catégorie dans laquelle eux ils sont. C'est-à-dire que par exemple, tu prends un rappeur Ouais. qui va reprendre du compas, Mhm. il va être dans la catégorie toujours rap. Oui. Tu prends un de chez nous qui va faire du compas, Mhm. il est dans caribéenne, noix de coco, J'ai tropical capté. là-bas. Mm. T'as capté et ça c'est une frustration qu'ils ont à l'Inter. C'est pour ça que je te dis c'est totalement différent et c'est un département français. Donc c'est ça aussi la problématique, c'est que eux ils sont vus en tropical, coco, noix de coco là-bas. Mhm. Et les autres qui vont faire la même chose, ils vont être vus en c'est du Non, rap ça- français. ça, je suis et ça d'accord. c'est le problème. Non, non, ça, je suis d'accord avec toi, mais le parallèle que je faisais entre les Japonais qui vont reprendre la rumba congolaise comme Papa Wemba, c'est que c'est des gens qui vont pas le faire à des fins financières. Tu vois, c'est parce qu'ils sont fans. C'est-à-dire que quand t'es fan d'une culture, si t'es fan d'une culture et que tu reprends des éléments de cette culture parce que t'aimes beaucoup la musique Ouais. et que tu veux en faire, moi j'ai aucun Ouais, mais problème nous, on avec n'a ça. pas ça, c'est pas C'est ça. C'est pour Ouais, ça que c'est je ça, dis ça. en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça que je te Ouais, dis. c'est Donc c'est ça. pour ça que ça, j'ai pas de souci avec ça. Et je suis d'accord avec toi. Mm. De l'autre côté, quand tu n'es pas fan de la musique zouk, mais que tu prends cette musique-là, que tu l'exploites et que derrière tu ne remets pas ces fleurs aux personnes qui ont créé cette musique, c'est là où, à mon avis, est le problème. Tu Pour vois. moi, c'est juste ça, la définition d'appropriation culturelle. C'est même pas forcément surfer sur quelque chose qu'on n'aime pas vraiment. C'est juste d'utiliser quelque chose qui est issu d'une culture. C'est Ouais. ok de s'inspirer, mais il faut toujours recréditer les vrais créateurs et les vraies personnes C'est ça. qui sont derrière. Moi, l'idée, c'est de créditer. Mais ça n'a jamais été fait. Non, mais en fait, c'est ça. Mais en vrai, le truc, c'est que Ça n'a jamais été fait pour Ouais, les mais par Antillais. exemple, regarde une Théodora. Elle a jamais hésité à dire que ça venait de là-bas, et pourtant, elle a une exposition que eux n'ont jamais eue. Donc, il y a deux sujets, en fait. Il y a l'appropriation Ouais, c'est vrai. culturelle Je suis et il y a d'accord avec toi, il y a deux l'exposition sujets. tout court. Ouais, mais là, ce que je dis, c'est que l'appropriation culturelle, ça a été fait tout le temps avec les Antillais et que jamais personne n'a crédité. Et le deuxième truc, c'est que, en plus de jamais avoir été crédité ou quoi que ce soit, bah, on n'est pas non plus diffusé. Ouais. Donc, il y a une double frustration. c'est ça. C'est Tu vois ce qu'il y a que je veux deux dire sujets Ouais. en réalité. Il y a Il y a la deux sujets. diffusion. C'est un Oui, il y a deux sujets. Ok. Il y a deux sujets. Il y a la diffusion et il y a l'appropriation pure. Moi, l'appropriation, moi, j'ai aucun problème à ce que quelqu'un que quelqu'un fan d'une culture, d'une musique, Bien sûr. Ça s'appelle s'inspirer, c'est ok. voilà, tu t'inspires ou t'es vraiment fan du truc, tu dis non mais musicalement parlant, ces gens-là sont des génies ou j'aime beaucoup ce qu'ils font, je vais pouvoir faire quelque chose ou quoi. C'est l'histoire même de la culture, et c'est comme ça que la culture se diffuse, se transforme et Bien sûr. et devient même populaire, tu vois. C'est comme ça que par exemple, je sais pas moi, Lama Piano est devenu ce que c'est devenu. Mais quand ils font de la main piano. Ouais, mais eux aussi ils ont Mais ce nous, disque. mais nous, ils attention. font pas du zouk. Ouais. C'est ça la Oui, différence. mais justement, C'est eux- nous, ils font de la pop urbaine ou autre chose. Ouais, mais attention. Nous, ils font pas de compas non plus. Ouais, mais attention. Lama Piano, là, ils avaient ce même problème. Il y avait un vrai débat quand j'étais là-bas parce que justement, il y avait certaines personnes qui disaient qu'il y avait une vraie appropriation culturelle qui se faisait, etc. Bref, c'était aussi une grande discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, là, tout de suite, pour ce qui est de Théodora ou d'autres artistes, moi, j'ai aucun problème à ce qu'ils aillent là-dessus. Mais moi, par exemple, tu vois, je vais te donner un exemple. Si, tu vois, regarde les producteurs français, c'est un très bon exemple. Les producteurs français qui font de la trappe, tu vois, tous ceux qu'on connaît là, les Chaz, les Banks, etc. Si tu regardes bien, à un moment donné, leur kiff, c'est d'aller à Atlanta. Ils vont à Atlanta,
ils sont baignés dans la culture avec les gens sur place. Et ça leur permet de faire de la meilleure musique. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle en soi? Non. Parce que c'est des fans, c'est des gens qui sont animés par cette musique, donc ils vont aller se rendre là-bas et ils vont apprendre cette musique. Moi d'ailleurs, même les rappeurs en général français devraient tous s'intéresser au rap US parce que ça vient de là-bas, parce que faut pas oublier, c'est pas culturellement parlant, c'est pas ici. Donc ouais, et tu l'as rappelé d'ailleurs dans une des premières émissions là, c'était très important. Mais voilà, donc il y a ce truc-là, même nos premiers rappeurs français, tu vois, les IAM, etc. Pèlerinage à New York. Bien sûr. Et ça a donné des légendes, tu vois. Et donc ce truc-là, en fait, pour moi, ça doit s'appliquer à toutes les cultures. T'es fan d'une culture, à un moment donné, tu veux en vivre de cette culture-là. Moi, je pense qu'il y a un devoir aussi, un devoir d'éducation à faire. Donc, aller se rendre sur place, rencontrer les gens et faire cette musique. Tu peux faire juste un morceau comme ça. Ok, peut-être que t'as envie de faire quelque chose de cool, etc. Rends tes fleurs, tu vois, il y a pas de problème. Mais si tu veux vraiment en faire ton fonds de commerce, à un moment donné, moi, je pense qu'il y a plus à faire. Ça, c'est que moi, tu vois. Ouais, mais ça arrivera pas, ça. Ça va arriver, faut pas dire ça. Moi, la seule question que j'ai, c'est est-ce que cette différence de traitement qu'il y a pour la question exposition, qui est pas la même pour ceux qui sont sur place et ceux qui sont dans l'Hexagone, elle est pas liée au créole? Parce que 1C1, par exemple, comme tu l'as dit, il chante en anglais, il chante en créole, mais il chante pas en français. Est-ce que du coup, ça touche pas à moi? Non, franchement, il y a 50 sons qui sont 100% français, qui sont pas mis en avant de la même manière. Hein. Je te parle sérieusement, genre, c'est vraiment pas propre au créole, parce que Kassav, il passait partout. Tu vois ce que je veux dire? Après, leur plus gros hit, ils étaient vraiment internationaux. Parce que le fait de pas pouvoir chanter... 1C1 aussi, du coup. Non, mais ils parlaient français, je crois, dans les plus gros hits comme Kassav. Zoukla, c'est seul médicament, nous ni. Tu comprends du français, là? Ouais, mais j'ai toujours compris. C'est rentré dans le dictionnaire. C'est pas du français, frérot. Non, mais il chantait pas en français, Kassav. Ouais, mais... Kassav, il défendait le créole et leur combat, c'était de parler qu'en créole. Dans leur chanson, c'était leur combat, Kassav. Je sais pas, dans ma tête, tu regardes des interviews de Jacob Devarieux, de toute l'équipe. Après, no disrespect aux autres artistes, mais Kassav, c'est vraiment à part. C'est vraiment autre chose. Tu vois, ils sont un talent vraiment encore. On parle de, bien tu vois. sûr, mais encore une fois, je le dis, il y en a plein qui posent en français. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et on a la preuve avec Joey Douet de Filet que tu peux chanter en créole et être partout aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, tu vois, t'as donné un bon il vit à Montreuil. Il vit à Montreuil. Il vit pas en Guadeloupe ou en Haïti. Il est pas en Haïti, il est à Montreuil. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, mais donc, musicalement parlant, le fait qu'il fasse... Ouais, non, mais je te porte la contradiction comme ça, on va voir un petit peu. Il est à Montreuil et il fait de la musique où des fois il est en full créole haïtien. Du coup, c'est pas la barrière de la langue, le problème, c'est la localisation. Ça joue. Après, Joey Douet de Filet, il est jamais en full créole. Hein. Moi, j'ai pas de souvenir où ils sont en full moi, créole. j'écoute grave ses sons, je peux les chanter. Moi, de ce que je connais. Femme Voyer, c'est chanté en quelle langue? Oui. Ok, c'est son deuxième plus gros hit, Femme Voyer. C'est chanté en quelle langue? Ok, bon, c'est en créole haïtien. Ok, d'accord. C'est en créole haïtien, on est d'accord. Là, son son qui pète, ça pète parce que le refrain il est en créole et que tous les Haïtiens de partout chantent, etc. Le son il s'appelle 4 campés. Il y a quand même une partie créole dedans. Ouais, bien sûr. Il y a une partie créole. Ouais, bien sûr. Ce que je dis en fait, c'est quoi? C'est que on kiffe. Non, ce que j'explique, c'est que le frérot, il est en France. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive en 2018, il vient, il passe à Génération direct. Tu vois, quand je suis à Génération, non, mais ce que je veux dire par là, c'est intéressant parce que il peut faire une communication ici, etc. Et c'est ce que je dis. Les Antillais, ils sont vus en mode, eux, c'est là-bas, noix de coco, 8000 kilomètres. C'est ça que je voulais mettre en lumière. Et ça joue. C'est ça que je voulais mettre en lumière parce que j'y avais même pas pensé. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'effectivement, ça pouvait que être la barrière de la langue. Mais finalement, c'est pas que la barrière de la langue. Il y a la distance. C'est la localisation géographique, tu vois. Donc, s'ils sont loin, ça peut être compliqué, du coup. Burna Boy, il est loin. Il y a plein de rappeurs qui sont loin. Mais est-ce qu'il vend tant que ça en France, tu vois? Burna Boy. Non, il remplit des salles, mais est-ce qu'il vend vraiment? Est-ce que... quand même. Non, mais je pose des questions. Faut de la contradiction. Non, là, tu me cherches. Oui. Là, tu me cherches pour moi. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut être franc. Il y a un racisme interne. Moi, j'ai déjà fait des vidéos et j'ai dit clairement que le racisme, entre guillemets, institutionnel qui s'est fait de la France aux Antilles, il est ancré dans le monde des médias et dans le monde de la culture. Il y a les Antilles, il y a le reste. Et ça, c'est un fait, ça. En vrai, ça s'étend même plus au-delà que de la musique, hein. Finalement, toutes les problématiques et tous les sujets entiers sont moins mis en avant. Les problématiques qu'il y a qu'on a avec la vie chère, par exemple, ou la vie en général aux Antilles, il y a la même problématique dans la musique. Et tous les sons bouillons que tu prends, par exemple, Oli G, elles ont des 20 millions de vues, frère. 20 millions de vues, elles tapent des 10 millions, des 20 millions, des trucs, des nanans, personne ne calcule.
je pense il y a un truc qui s'est fait. Après, moi, je suis le premier à dire, ça, c'est un fait, mais on va pas les quémander non plus. Moi, je suis dans un truc où il faut qu'on crée nos structures, qu'on pousse, qu'on nanana. Je pense que ça sert à rien de quémander parce que tout le monde s'en bat les couilles dans tous les cas. Je suis dans un truc, comme moi je fais avec mes propres réseaux, on casse la baraque, et il y a des shows comme Sikeo qui invitent tous les talents, tu vois, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc, là moi j'ai fait le porte-parole de la frustration des Antillais, tu vois, parce que je le vois sur le réseau, et c'est vrai que c'est un truc, je peux comprendre que t'es un artiste et tout, c'est relou, tu vois. Ouais, non, moi ça me ferait chier si tu vois la rumba congolaise, comment on va dire, toutes les top lines, comme on dit, etc., étaient reprises par tout le monde sans jamais qu'on cite d'où ça vient. Moi, c'est ça qui me saoulerait. Et, donc je peux et totalement la force, comprendre. en plus que vous êtes beaucoup, on est 2 millions en France, on n'est pas beaucoup. Ouais, je sais pas si on est tant que ça en France. Non, mais en tout, je te parle. Nous, Ah oui, les en tout, Antillais, oui. Martinique, Guadeloupe, on n'est pas beaucoup. Oui, non, c'est Tu vois clair. ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on peut même pas se défendre on peut se défendre, mais vous avez une portée. C'est-à-dire qu'un mec qui fait de la rumba, vous êtes combien au Congo? Vous êtes beaucoup. 80 millions. T'as capté ce que je veux dire? Nous, on est 2 millions. Ouais. Ça veut dire que, T'as compté les 2 Congos ou un? Non, juste un. En plus. Non. en plus, c'est-à-dire que nous, on va faire le son. Je Vas-y. parle pas de la, comment on appelle ça, de la diaspora. Tu vois? Ouais. Il y a 2 millions d'Antillais en France. 300 000 en Martinique, 400 000 en Guadeloupe. Ouais. Faut se tape. Et quand il y a un frérot d'une autre culture qui reprend la culture et qui dit c'est de la pop urbaine, et que lui, il a toute l'exposition et il fait 100 millions de streams, c'est normal, les frérots, ils disent, mais quand même, gros, non, dis, t'es avec nous, quand même. Mon frère, dis. Non, de fou. Mais j'ai l'impression qu'il y a moi, je pense que t'es un peu pessimiste. Moi, je trouve qu'il y a une évolution. Je trouve que les gens commencent à l'entendre, tu vois. L'évolution de quoi? De Kassav à maintenant? De Kassav, de quoi? Comment ça, Kassav? Non, que les gens commencent à intégrer On a eu Chris, il y a eu des trucs plus non, big, hein. oui, mais à l'époque, il n'y avait pas trop de revendications à ce niveau-là. À part Kassav, je trouve que maintenant, il y a une vraie revendication et les gens disent réellement qu'ils font du zouk. Surtout que depuis que c'est populaire, depuis quoi? Depuis l'époque de Moi, j'ai Validé, vu personne etc. dire qu'il faisait du zouk, hein. J'ai vu Commence aucun à voir. rappeur qui fait une prod de Mais j'ai zouk. l'impression. Vas-y, dis-moi un rappeur qui a dit qu'il faisait du zouk. Non, mais là, comme ça, je vais pas te Il y en sortir a un nom. pas, parce Moi, qu'il y j'ai en a pas. l'impression. Il y en a Si, pas. maintenant, les gens commencent Il y en quand a même à le dire. aucun qui a dit qu'ils font L'évolution, les choses sont J'en ai positives. vu aucun. Les choses vont Tu dans sais le bon pourquoi sens. parce que le zouk, Les ils gens ont vont honte- finir par parce le qu'ils dire. ont honte de dire qu'ils font du zouk. Il y a un Ah bah, truc tu de- sais quoi? Moi, je pense que ça change. Je pense qu'avec le temps, Non, ça va jamais. changer. J'en ai pas vu, moi. Mais je pense que les gens vont commencer à Toi, le tu dire. penses que ça a changé, Mais mais oui, ça moi, n'a je pas suis changé. optimiste. Les gars, j'aimerais beaucoup qu'on puisse continuer à monter dans les tours, crier. Et On a fini le show, malheureusement, on n'est pas d'accord. on va devoir recevoir nos invités. Ah ouais, là, on va aux Antilles, en plus, avec Zion. Ouais. On va Ah bah en voilà, discuter. regarde, voilà. Bah, tu vois, on met toujours des talents, des îles et d'ailleurs en avant, Vas-y, c'est en parti. lumière, voilà. On se retrouve pour cette deuxième partie d'émission. On est accompagné de Jamel et de Nelson à l'occasion de la sortie de votre film, que je vais résumer en quelques mots. Donc ça se passe en Guadeloupe et on va suivre l'histoire de Chris qui partage son temps entre deal, aventure sans lendemain et rodéo en moto. Il est repéré par un grand du quartier voisin et Chris se voit confier une livraison quelque peu risquée, mais le jour de la livraison, il découvre un bébé qui a été déposé devant sa porte. On va alors le suivre dans un parcours semé d'embûches entre recherches autour de cet enfant et problèmes liés à la livraison qu'il devait assurer. Le film est sorti le 14 mars aux Antilles et en Guyane. Il a fait 40 000 entrées en 10 jours. Il sortira le 9 avril en France. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre? Comment est-ce que la production s'est faite par Jamel et la réalisation par toi, Nelson? Avant qu'il raconte, je suis obligé de dire le film il est incroyable. Tu vois, je l'ai dit en privé, j'ai eu la chance de le voir, etc. Le film il est incroyable. Vraiment, en tant que Guadeloupéen martiniquais, ça m'a fait du bien de voir ce genre de film, tu vois, et respect pour le taf. Je suis obligé de le dire. Oui. Excuse-moi, je suis obligé de le On dire. allait y venir. J'ai douté au début. Tu as fait notre travail, frère. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est que tu sois touché, c'est que vous soyez touché, sérieux. Et ça, il est redevenu gentil. Non, ouais, parce que lui, il est touchant, toi, t'es relou. Moi, je- pour l'instant, c'est ça, Il faut bien qu'on ait un rôle Ouais, chacun, voilà, tu vois. c'est ça. Pour l'instant, ça marche bien, là. Ah oui, la rencontre, c'est ça? Ouais. Ouais, ça va être dur, là. Non, en fait, C'était dans un sex shop. Moi, vas-y, je te laisse commencer l'histoire. Alors, le sex Dis la- shop. Dis la vérité. Après le sex shop, du coup. Après. Après, on a discuté. Après. Non, mais Après, moi, non, ça c'est s'est fait très rencontré, simplement. Tu sais, comme dans la vie, il n'y a pas de calcul. Je travaille avec mon metteur en scène qui s'appelle Mohamed Hamidi. Nous, depuis toujours, on essaie de mettre la lumière sur des jeunes réalisateurs. On fouine des talents, comme on fait avec le Jamel Comedy Club. Et Mohamed Hamidi, qui est réalisateur de son état, m'a dit, c'est incroyable, je suis tombé sur un jeune cinéaste, regarde, sur un téléphone. On sortait d'un spectacle, tu regardes ça à l'arrière de ta voiture, et ça m'a frappé tout de suite. Tu vois, il y avait de la force déjà dans
dans ce petit court-métrage. Il y avait toute l'essence de ce qu'on voit, ce que tu as pu voir dans Zion, déjà, je trouve. Il s'est pas éloigné de ce qu'il était. Et ça m'a tellement frappé que j'avais envie de faire sa connaissance. Ok. C'est Timunao, c'est ça? Ouais, c'est ok. Timunao. Après, j'ai été du coup au bureau et il voulait qu'on se voit, tout ça. Et il m'a fait plein d'éloges. Moi, j'étais là dans un truc en train de me dire, mais c'est vraiment Jamel qui est en train de me dire ça et tout. C'était bizarre, en fait. Et il m'a dit un truc bizarre d'ailleurs. Il m'a dit, ouais, je sais que t'as pas besoin de moi, mais moi, je veux qu'on taffe ensemble. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, ça fait 10 ans que je galère et tout. J'arrive pas. Il y a Jamel, il me dit, j'ai pas besoin de lui. C'est vrai? Bah, je sais pas. Mais en fait, j'ai compris un peu ce que tu voulais dire après. Voilà. Moi, je connaissais pas le milieu du cinéma et j'ai compris qu'en fait, faire un film, en fait, c'est un chemin de croix, quoi qu'il arrive. Que Jamel lui donne la force ou pas, ça reste un chemin de croix quand même. Toi, t'es obligé de faire le chemin seul. Tu vois, enfin, seul, avec ton équipe, mais ça demande, c'est beaucoup de travail. Il y a personne qui va t'ouvrir les portes et dire, tiens, vas-y, 3 millions, on va faire ton film. Ça n'existe pas. Oui, mais c'était aussi te dire, le talent, c'est une lumière, et si moi je la vois pas, un jour quelqu'un la verra, tu vois. C'est impossible qu'on passe à côté d'un talent indéfiniment. Un jour ou l'autre, il finit par briller. Ouais. Il faut pas qu'il lâche l'affaire. Là, il est tombé sur moi tout de suite, il a eu de la chance. Mais je suis tombé sur lui, j'ai eu tout autant de la chance. Justement, c'est un truc qui est super intéressant dans ta carrière et que je trouve vraiment très lourd. C'est qu'en fait, quand t'as réussi dans les années 2000, vers les années 2010, t'as tout de suite voulu lancer Jamel Comedy Club et t'as toujours eu à cœur de mettre en lumière les nouveaux talents, tu vois. Donc quand on regarde, je sais pas moi, tous les talents qui ont explosé dans la comédie, Thomas N'Djidja, Fabrice Eboué, etc. Ils sont tous passés par le Jamel Comedy Club et ça c'est super lourd. Et en fait, comment ça t'est venu de faire quelque chose comme ça, d'être dans le partage? Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Parce que c'est pas forcément quelque chose que tout le monde aurait fait. Enfin, je pense pas que ça a été fait avant toi. Écoute, franchement, c'est mon éducation. Tu vois, d'abord, on est issu d'une famille nombreuse. On était à 12 dans un F2. Tu vois, t'es obligé de partager. Et les associations culturelles, ils sont très très solidaires des artistes des quartiers. C'est eux qui m'ont d'abord aidé, donc je suis né d'un acte solidaire. Et quand je suis arrivé à Radio Nova, par exemple, c'était une porte ouverte vers la scène underground, tu vois. Il y avait Cut Killer, DJ Abdel, Big Brother Hakim, Assassin, NTM, déjà, ils étaient déjà tous là à s'exprimer. Personne les bridait, tu vois. Et après, je suis arrivé à Canal+, où là aussi, c'était ouvert. Je pouvais amener qui je voulais. J'ai proposé Omar, Fred, j'ai proposé... Hassol, c'était très, très ouvert. Et surtout, je viens de l'improvisation théâtrale. C'est deux équipes qui jouent l'une en face de l'autre, d'une équipe. Je me suis travesti en me retrouvant seul sur scène, tu vois. C'était vraiment une déformation pour moi de me retrouver seul. Et dès que j'ai eu l'occasion de me retrouver à plein, je l'ai fait. Le Jamel Comedy Club, c'était une occasion vraiment de partager ça. C'est plus marrant quand on est plein. Et surtout, je voyais bien la force qu'il y avait dehors. J'étais pas le seul. Il y avait des gens qui étaient suréquipés, bien plus forts que moi, et qui demandaient qu'une seule chose, c'est qu'on les écoute, tu vois. Ouais. Du coup, l'étape après que tu tombes sur Timunao, vous échangez, comment vous vous dites, bah, vas-y, il faut qu'on fasse un film, et comment ça s'enchaîne après, en fait? Bah après, Jamel, il est direct. Ça veut dire, ouais, je veux qu'on fasse un... Il m'a dit clairement... en fait, moi, là-bas, je voulais même pas faire... c'est ça l'histoire, en vrai. C'est que je voulais même pas faire le court-métrage en long. Tu vois, cette histoire-là, je voulais passer à autre chose. J'étais un peu fatigué. Ça m'avait demandé beaucoup de travail. En vrai, mais rien que le cours. Hein. Puis tourner avec un bébé, c'est dur, en vrai. Ouais, tu vois, et c'est dur. Je me suis dit, t'imagines, tu fais ça sur un film de 28 minutes, c'est dur. Sur un film d'1h40, ça va être une galère de fou. Et en fait... Jamel et du coup Mohamed qui m'a présenté Jamel, il me disait ouais mais t'as quand même une belle histoire là en fait. Nous on aimerait voir ça sur grand écran et tout ça. Et moi j'ai dit ouais mais sinon j'en ai une autre, regarde je vais te la raconter. Il me dit ouais mais celle-là, à chaque fois il me ramenait sur celle-là tu vois. Et au final je me suis dit bah en fait des fois il faut savoir prendre les opportunités quand elles sont là. Et c'est vrai que c'est une belle histoire. Et c'est vrai qu'elle mérite d'être racontée sur grand écran. Donc je me suis remis dans le travail et puis on y a été ensemble. Et du coup, c'était avec Sylvane Arkin, qui est la productrice de sa boîte, de chez Kissfilm, qui a pris les choses à son compte. Et puis on a avancé, on a commencé à développer l'histoire. Donc initialement, c'était un court-métrage. Ouais, parce que je me disais, dans la façon dont c'était filmé, moi je le regardais avec des amis et on avait l'impression justement de regarder quelque chose qui était filmé comme un clip en fait. Et c'était hyper intéressant à observer. Parce que j'ai un cinéma qui est un peu esthétisant.
que même 13 et 16 ans. Parce que je suis un peu, on va dire, je suis fan de La Haine, tout ça. Et La Haine, c'est une manière de raconter la banlieue de manière esthétique. Ouais. C'est très, très graphique. Il a rendu la banlieue graphique. Ouais. Donc voilà, dans mon cinéma, tu retrouves beaucoup ça. Et c'est intéressant parce que souvent les jeunes artistes, quand ils débarquent, ils veulent tout de suite devenir quelqu'un d'autre. Ok. Comment ça? Oui, immédiatement, ils voulaient passer à autre chose et raconter autre chose, alors qu'on n'avait pas encore fait connaissance avec lui. Souvent, les jeunes du Comedy Club, ils ont fait un super passage, un super sketch, ils l'ont joué pendant 2 ans ou 3 ans, mais personne ne les connaît. Ils veulent déjà passer à un autre personnage, alors que celui-là, il n'a pas encore été diffusé, tu vois. Okay, ouais. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de laisser Nelson au plus proche de lui et au plus proche de ce qu'il avait envie de raconter, là, maintenant, tout de suite. Le prochain film, il sera tout aussi intéressant, c'est sûr, mais il sera passé par cette expérience d'avoir fait un film dur, dans des conditions intolérables parfois, c'est la vérité, mais d'avoir sorti quelque chose du fond de ses tripes. Et ça c'est une chance, en vrai. Et justement, c'était comment la réalisation d'un film? Parce que là, pour le coup, jusque-là, si je me trompe pas, t'as fait des courts-métrages, mais un film, genre de 1h40 comme ça, avec un bébé, etc., comment ça a été l'expérience globalement pour toi? Dur. La vérité, c'était dur. Non, c'est physique. Ouais. C'est physique parce que tu dors pas beaucoup. T'es toujours sous pression, tu vois, et t'as envie de faire le meilleur. Et la pression, c'est les équipes, c'est toi-même qui te la donne. Ouais, moi déjà, je m'en mets tellement qu'en vrai, la pression de l'extérieur, après, elle a plus trop de. Ouais. Je m'en mets beaucoup, moi. Je m'en mets vraiment beaucoup. Qui fait qu'après, une fois que le film il est fini, genre là, j'en ai plus. Tu vois, les gens, ils croient que, tu sais, comme je vais montrer le film, ils disent ça va, t'as pas trop de pression, c'est fini, moi. La pression, je me la suis déjà mise depuis longtemps. Tu vois, maintenant, mon film, il est là, il est bien. Je sais qu'il est bien, je sais ce que j'ai fait. Tu vois, donc j'ai pas de pression. Si les gens, ils acceptent, enfin, ils apprécient pas ce film-là, c'est pas de ma faute. C'est que moi, j'ai fait le film que je devais faire. Et je sais qu'il est bien. Et tu peux pas plaire à la terre entière, de toute façon. Donc, il te plaît? Il me plaît. Voilà, c'est pour ça qu'il est bien. Voilà, c'est ça. C'était important pour toi de tourner en Guadeloupe. T'es originaire de la Guadeloupe, mais t'as grandi en Île-de-France? Ouais, j'ai grandi en Île-de-France. J'ai toujours été un peu à cheval. C'est-à-dire que petit, j'habitais un petit peu à Trois-Rivières en Guadeloupe. J'ai raté mon bac à Bondy. Je suis parti le repasser à Sainte-Anne. Tu vois, j'ai toujours été un peu à cheval. J'ai habité 5 ans à Pointe-à-Pitre. Bon, j'ai un quart de ma vie aux Antilles, 3 quarts en banlieue. Donc voilà, mais effectivement, moi, la Guadeloupe m'a toujours apporté du positif. Dès que, par exemple, quand je suis retourné là-bas pour le bac, je l'ai eu, tu vois. Tu l'as raté à Bondy, mais tu l'as raté à Bondy, mais je l'ai eu là-bas, tu vois. Et il y en a qui aiment bien vanner en disant c'est normal, c'est plus facile là-bas, mais c'est pas vrai, tu vois. Et en fait, ça m'a toujours apporté toujours porté chance, en fait, la Guadeloupe. Donc, je me rappelle que quand je suis reparti aux Antilles, c'est parce que j'avais besoin de retourner là-bas. J'avais besoin de retrouver. J'ai toujours eu besoin de ça, en fait. Même quand j'étais ici, j'ai toujours rêvé. Même peut-être toi, t'es comme ça, t'as grandi à Montfermeil, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. On n'est pas très loin. Mais tu vois, quand t'es connecté aux Antilles, en fait, moi, depuis que je suis rentré et que j'étais gamin, j'ai 5 ans, j'arrive à Bondy, ma tête, elle est restée là-bas. Parce que mes premières années, elles étaient là-bas. Et donc, toute mon enfance, mon adolescence, je pense qu'à là-bas. Je me dis, faut que je retourne là-bas, même si j'y allais tous les ans, j'étais avec ma famille là-bas, il fallait que je retourne là-bas. Et donc, tu vois, pour moi, quand je suis retourné là-bas, je me rappelle que Mohamed, du coup, qui m'a mis en contact avec Jamel, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Le cinéma, c'est pas là-bas, le cinéma, c'est ici, tu vas perdre ton temps là-bas. Et au final, regarde, non. Timounao, c'est là-bas, Zion, c'est là-bas. Bien et sûr. C'est ça qui m'a porté bonheur. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est important parce que justement, je trouve que ce que moi j'ai ressenti, en tout cas quand j'ai regardé le film, c'est que déjà pour transmettre en fait les émotions que tu as réussi à transmettre, que vous avez réussi à transmettre avec le film, et même parler des sujets, parce qu'il y a des petits moments où, bon, je vais pas spoil, mais où, voilà, le moment où il n'y a pas d'eau, le moment où il y a le track par terre, enfin, on comprend en fait les messages qui sont passés, et je pense que c'est le fait que tu viennes de là-bas, que tu aies grandi là-bas, qui fait que tu puisses le faire, et la manière dont tu as montré la Guadeloupe, moi je trouve ça fort, parce que tu as réussi à montrer, ok, il y a le côté rue, etc., mais tu as réussi aussi à montrer la partie carnavalesque, la paternité, la famille, enfin, il y a plein de sujets qui ont été abordés, et moi, qui vient d'avoir un enfant, qui suis entre le 9-3 et la Guadeloupe et la Martinique, etc. J'ai été touché de fou. Donc, je trouve que le taf, il a été super bien fait. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des personnalités comme toi, ou même comme Jamel, quand on fait les bails au Maroc, etc., qui représentent aussi d'où ils viennent. Je pense que c'est important, tu vois. Ouais, c'est sûr. Ah, il faut mettre les choses. Puis en plus, c'est aussi rendre visible l'invisible, tu vois, parce qu'au final, aujourd'hui, cette réalité-là, là, les gens commencent un peu à s'intéresser aux Antilles, commencent à entendre
Ouais. L'histoire de la vie chère, ça commence à résonner jusqu'à chez c'est vrai, nous. c'est vrai. Mais c'est la dédicace au R. Ah, t'es parti. Ouais, j'ai vu. Le R. Mais Le tu R. vois, c'était pas, même à l'époque, tu parlais d'un béquet, par exemple, le terme. Personne savait vrai. ce que c'était un béquet. Aujourd'hui, tu dis béquet, les gens, ils savent ce que c'est. Ouais. Direct, ouais. Tu vois? C'est-à-dire que là, ça commence à passer dans une période où on sent qu'il y a un intérêt croissant pour la condition, en tout cas, de ce qui se passe là-bas. C'est vrai. Et puis quand tu regardes ce film, tu prends vraiment dans la tronche la véracité. Tu sais, il y a quelque chose de socialement extrêmement fort qui te pète à la figure C'est parce vrai. que on n'est pas en train de filmer une plage avec des cocotiers. Il y a aucun plan de vacances. Tu vois comme on peut imaginer les Antilles. On est dans la rudesse de la vie et c'est non seulement super bien incarné parce qu'il a été cherché. Sloan, c'est quelqu'un que tu as trouvé par terre, j'ai envie de dire. Tu vois Ouais. Sérieusement, il a Bah, à la base, c'est un mec qui vend par du poulet. hasard. Ok. Tu vois ce que je veux dire et tu vois, c'est pas pour le vanner ou quoi, parce que c'est son business. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce qu'il avait un business. Et tu vois, c'est dur des fois d'avoir des profils qui font un peu street, tu vois, là-bas, et qui sont en même temps sérieux. Et cinégénique. Et oui, voilà. Il a une tête quand même, Oui, c'est magnifique. clair. Mais et surtout qu'il a un truc, il a un truc naturel. Il est très à l'aise devant une caméra. Ouais, en Don plus. Snoop aussi. Ouais, Don Snoop. Incroyable Don Snoop ouais. sur la partie du méchant, etc. avec les locks rouges et tout. C'est bien Là, fait. les locks rouges, il les voulait pas à la base. Ah ouais. Ouais, il me disait Non, que ça le c'était- fait, ça le fait. Ouais. Ah, c'était juste pour le film? Oui. Ah, ok, je pensais qu'il les avait Moi, aussi je lui ai dans la vie. dit, tac, je vais te mettre les locks en rouge, tout ça. Il m'a dit quoi? Tu veux mettre les locks? J'ai dit ouais. Parce que tu vois, c'est pas facile de teindre les locks, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est. Ah ouais. Donc, à la base, tu vois, à la base, il faut que tu déteignes. Ouais. Et Prendre, lui, des gens du bendo pour jouer le bendo, il n'y a rien de mieux. Il pouvait pas faire C'est vrai. plus vrai que ça. Ouais, tu vois. c'est authentique quand tu Ils étaient regardes le tellement film, tu sens. concernés par cette histoire qu'ils jouaient pas, ils étaient quoi. bah, Zébrist, il sort d'un an de prison au moment où il passe le casting. Un an de prison injuste, tu vois. C'est l'histoire des grands frères pour ceux qui connaissent, tout ça. Ouais, bien sûr. Donc, il sort de là. Enfin, les gens, ils étaient incarnés par des choses. Tu vois, ils étaient habités. Non, mais ça se ressent. Ouais. Jamel, tu reviens des Antilles. C'était comment? Incroyable. À parole, t'étais témoin. Ouais, c'était. Je suis pas là pour C'était serrer les ouais, pompes c'était des un- Antilles, la c'était- vérité. Comme à chaque fois, comme il y a un cœur là-bas. Et nous, on vient pour présenter un spectacle drôle. Ils ont envie de rire et de communier avec nous. Je vous jure qu'on a fait le tour de la France et les Antilles, c'est particulier. Ça arrive fort et c'est chaleureux, quoi. C'est très bien accueilli. Non, c'est top. Moi, je voyais toutes les petites vidéos. Ouais, tu suivais un peu les stories. Ouais, je suivais les stories. Les avant-premières, elles étaient bien, Ouais. franchement. Mais c'est fou les résultats qu'il y a eu déjà au pays pour. Ah ouais, c'est un phénomène. Ouais, c'est quand même. 40 000 entrées en 10 jours sur 7 salles. C'est énorme. Pour donner une idée, nous, on nous envoie, le distributeur, il nous envoie des fois des captures. Parce que eux, ils ont des outils pour. Voilà, au jour, ils peuvent voir le nombre d'entrées, tout ça. Par exemple, telle journée, on est 15e du top office, du box-office France. Avec 7 salles. c'est Avec fou. 7 salles. Et Sept je vois, salles. on est 15. Je regarde le 14e, je vois, il a 85 salles. Je vois le 13e, il a 150 salles. Puis je vois au-dessus, ça monte à 250, 300, des 400 salles. Et nous, on a 7 salles. Et les Tu 7 vois. salles, ils sont uniquement genre. C'était uniquement Guadeloupe, Martinique. Ouais. Et Guyane. Guyane. C'était important pour vous de faire sortir le film justement avant dans ces territoires-là? Ouais, parce que pour ceux qui connaissent un peu les Antilles, à l'ancienne, t'attendais 6 mois avant que le film il sorte. Tu vois? 6 mois, quand même. Ouais, des 6 mois, des fois. C'était un truc de malade. Moi, j'étais à Bondy, je voyais un film, je voyais l'été, je partais en février, je voyais prochainement. Tu vois? Ah ouais. Ouais, et je me disais, waouh. Et là, on a un film qui est Guadeloupe, tu vois, qui est antillais. Bah, c'est normal, on sort en premier. Mais qui parle pas que des Antilles. C'est ça. Tu vois, ça parle de l'abandon. Quand même, pour moi, ça m'a frappé. C'est un homme qui doit prendre ses responsabilités, qui est face à lui-même. On va pas spoiler, comme tu dis, mais le début du film, c'est spectaculaire. Il a une charge lourde, il faut qu'il l'assume. Et je trouve que c'est universel. Évidemment que le décorum, c'est les Antilles et qu'on il a décidé de raconter ça parce que c'est lui. Mais moi, je suis pas des Antilles, ça m'a profondément touché, profondément parlé. D'abord, je suis issu d'un quartier et je suis un homme. J'ai un enfant aujourd'hui, j'en ai 2 même. Et qu'est-ce que ça veut dire que de prendre ses responsabilités, tu vois, que d'assumer. Ouais. Et en ça, j'ai trouvé ça extrêmement universel et fort. Ouais, c'est vrai que la partie de paternité, elle était forte. En fait,
Moi, je regardais, dis-toi, il y avait mon fils à côté, hein, il avait peut-être 7 mois à ce moment-là, 6 mois, et je voyais dans le sac, enfin, je peux pas trop dire, mais cabas, dans le sac, ça te fait un truc, tu regardes, Ouais. tu te dis, oh putain, mais comment il va gérer ça, etc. Et tu rentres, c'est touchant. Ouais, ça, c'est. Mais moi j'aimerais savoir comment ça t'est venu en fait l'idée de faire une histoire comme celle-ci, parce que t'as déjà du coup le court-métrage, mais comment ça devient? Est-ce que c'est des problématiques voilà, que t'as peut-être vécues et du coup tu t'es dit tiens je vais m'en inspirer, je vais créer un scénario? Comment ça t'est venu en fait? En fait, je sais pas, j'avais un truc moi, je fonctionne en image. J'intellectualise très peu les choses. Ok. J'ai une image, je me dis, tiens, c'est un truc que j'aime bien. Et je fonctionne aussi en contraste. Le contraste qui m'intéressait, moi, c'était un mec qui traversait le ghetto avec un bébé. Et qui traversait Pointe-à-Pitre. Le ghetto de Pointe-à-Pitre avec un bébé. Moi, ce que j'aimais là-dedans, c'était le contraste entre la fragilité du bébé, la dureté du milieu. Ouais. Tu vois, moi, c'est ça que j'aimais. Et le gars, ce qui dégageait, plutôt un délire de bad boy, tout ça, mais avec un bébé. Ouais. Tu vois, tous ces contrastes-là, ils m'intéressaient vraiment. Et il y avait aussi le contraste de les Antilles, vues dans un axe dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir. Parce que souvent, on parle des Antilles, c'est la plage, c'est le tiponche, etc. Mais là, c'est pas ça. C'est c'est un autre visage des Antilles. Déjà Tous les ces- premières images avec tu sais les bâtiments comme ici, tu vois. Et moi je disais souvent à Balou, tu sais, dans mon imaginaire de la Guadeloupe ou des Antilles, c'est la plage comme tu disais, c'est les petites maisons. Ouais, mais en ouais. fait t'as des bâtiments comme Ouais. ici en fait. Ouais, t'as des Et en cités. plus vraiment délabrés tout Et ça. elles sont là Donc, depuis des années et des années, et tu les Voilà. découvres seulement, toi. c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça la force de ce film C'est aussi, ça. c'est que ça raconte quelque chose de vrai. Ouais. On est là, on a entendu parler de la vie chère, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est un concept pour nous, tu vois. Mmh. Eux, ils le vivent physiquement dans leur chair, Ouais. tu vois. Et c'est intéressant, les films, pour ça. Parce Ouais. qu'on réussit vraiment le temps d'un instant de se mettre à la place des autres. Mmh. On a de la peine pour eux, comme ils peuvent en avoir, évidemment pas avec le même niveau. Mais ça te concerne, et puis d'un coup, ça te touche. Ce qui est important, ce qu'il disait tout à l'heure, tu vois, c'est de dire que c'est vrai que c'est un film qui se passe aux Antilles. Tous les Antillais, les Guyanais se retrouvent vraiment dedans. Nous, on l'a vu là, à l'avant-première, les réactions. Bien sûr. C'était de la fierté, tu vois. Mais il a raison de dire que, en fait, c'est avant tout un film Mmh. qui peut C'est toucher n'importe universel, qui. vraiment. Noir, blanc, arabe, chinois, tu vois, de 14-15 ans à 80 ans. Comme par exemple, je prends l'exemple de la Cité de Dieu, par exemple. Ah ouais, exactement. On n'est pas, tu vois, on connaît pas le Brésil, on n'est pas brésilien. Combien t'avais d'Algériens qui te parlaient de Zepequeño qui kiffaient? Parce qu'en fait, finalement, c'est juste le film que t'as kiffé, Ouais, c'est ouais, l'histoire, c'est vraiment. l'univers. Et puis moi, tu sais comment j'ai découvert ce film? Un dimanche matin, je galérais, j'étais au cinéma. Jamais je vais le dimanche matin au cinéma. Je sais pas pourquoi, je sais pas, vu ma mère, j'étais pas bien. J'arrive, je rentre dans le cinéma et je sais pas ce que je vais voir. Je rentre dans une salle au hasard et je prends dans la gueule la Cité de Dieu. Pouah, c'est tout un, t'as l'impression d'ouvrir une porte sur le monde d'un coup. Tu te dis, ça se passe comme ça là-bas. Ouais. Et vraiment, Zion, ça va, sans comparaison, évidemment, ça fait le même effet. Tu découvres un univers, quoi, tu vois. Ouais. C'est fort pour ça. Une nouvelle arène, tu vois. Ouais, Nouvelle arène, c'est ça. Allez le voir, n'hésitez pas, vraiment, vous passerez un bon moment. On l'a tous vu, hein. On l'a tous vu, on a kiffé. Ouais, c'est vrai. Et justement, moi, je l'ai vu avec des amis entiers. Et Cousine, sans vouloir te manquer de respect, c'est pas à toi que je parle. ok, mais Parlez je me à- permets quand même de répondre si Parlez à tu... terre entière. Ah, pardon, ok, pardon. À terre entière. Ok, bah, allez toi, le voir. Parce que toi, je savais que tu l'avais vu. Fais la promo. Je voulais dire que je l'avais vu avec des potes entiers et que justement, eux, ce qu'ils ont pointé du doigt, c'est la volonté de parler de drogue et de deal. Et ils trouvaient ça peut-être un petit peu dommage. Et je voulais savoir, toi, quel retour t'avais reçu, enfin, quel retour vous aviez reçu des Antillais sur place. Tu parlais de fierté. Donc, Ouais. c'est plutôt ce qui ressort. Que ça. C'est même pas plus tôt. Même Jamel peut te dire, il était là. C'est que des trucs, des gens qui pleurent, qui viennent nous voir, qui nous disent merci, merci, merci. Je reçois des DM tous les jours, 30 DM de gens qui te disent merci. C'est que ça. Que de la fierté. Parce que, C'est rare de parler d'eux. ouais, c'est rare de parler d'eux. Effectivement, il y a de la drogue dans le film. Et effectivement, il y a un peu de violence, etc. Mais c'est pas le sujet du film, en vrai. Et il n'y a pas de misérabilisme. Il y a rien qui est exagéré. Moi, ce que je raconte, c'est ce qu'il y avait dans mon quartier, parce que j'habitais à Bergevin, à 100 mètres de là où je tourne. Tu vois. Donc, c'est pas des choses que j'invente. Les armes aux Antilles, c'est pas quelque chose que j'invente. Le crack à Pointe-à-Pitre, c'est pas quelque chose que C'est ce que j'invente. Balou me disait. Bien sûr, t'as des paros partout dans la rue, de la nuit, on dirait des zombies qui traversent les rues. Tu vois, ça, j'invente pas, c'est juste qui m'ont marqué. Jusqu'au plan du paquebot, c'est pareil, c'est des choses que je voyais. Enfin, il y a rien d'inventé, et c'est fantasmé pour souvent
pour des gens qui connaissent pas. J'ai eu un retour d'un journaliste qui est pas un antillais qui m'a dit, qui a dit oui, c'est un peu cliché, les noirs, la drogue, la violence et tout ça. Moi, juste envie de lui dire, c'est cliché pour les gens qui connaissent pas. Et moi, en vrai, je préférais que mon film soit un cliché. Non, moi, j'aimerais bien qu'on discute de la notion de cliché. Let's go. Tu vois, ça veut dire que non, mais pardon, mais cliché, pas cliché. Est-ce que la vérité c'est le cliché? Est-ce que la vérité est-ce que le cliché c'est une parodie de la vérité? 2 heures, dissertation. Est-ce que s'il y a un peu de vérité dans le cliché, est-ce que tu vois, est-ce que le cliché a la même force ou non? Excuse-moi. On peut considérer que c'est cliché. D'abord, le film, il réduit pas les Antilles au quartier ni à la drogue. Il y a plein d'univers, plein de personnages. Quand il va se réfugier chez son père, c'est presque des gens de la classe moyenne. Il a un pavillon, enfin, je veux dire, il y a une belle maison. Il est installé, il est loin des ennuis. Évidemment que les Antilles, c'est pas que ça. Et la France n'est pas réduite à la violence non plus. Mais il y en a. Tu vois, et c'est manifeste. On peut me dire ce qu'on veut, mais on en parle très souvent de ce qui se passe dans les quartiers, de cette violence-là. Les gamins, ils sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'autre alternative, souvent, pour la plupart d'entre eux. Et ils se retrouvent dans la même situation que Sloan, à être obligés de faire des dingueries pour survivre, même pas vivre. Tu vois. Ouais, moi, franchement, en vrai, j'ai même été gentil. Je veux dire, dans le film, c'est presque gentil par rapport à des choses qui se passent vraiment. Mais je trouve que en général, dans tous les films comme ça, en France ou même aux US, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, les gens ont tendance à dire ça lorsque ça parle de rue, que c'est cliché. Et en général, les concernés qui eux ont vécu la chose te diront, mais en fait, j'ai essayé de faire quelque chose de soft, parce que si j'avais fait exactement ce qui représente, j'aurais desservi la cause d'une certaine manière. Exactement. Et surtout même, ça paraîtrait parfois même un peu faux, parce que des fois la réalité, elle est plus forte que ce qu'on fait au cinéma ou ailleurs, tu vois. Bien sûr. Nelson, c'est ça ton prénom? Non, parce que j'étais plus sûr. Nelson, c'est vrai que Chris. Voilà, c'est Chris, excuse-moi. C'est moi, Nelson. C'est toi, Nelson. Non, c'est toi. Chris, c'est vrai que t'as raison de dire que t'as un cinéma stylisé, c'est-à-dire que tu parlais d'esthétisme tout à l'heure, voilà. Mais qui raconte quand même quelque chose de très très fort. Ça me fait penser. Tu parlais de Fernando Meirelles, mais on peut parler de Spike Lee aussi, tu vois, qui racontait son ghetto de manière très, très stylée, mais pour autant, il mettait le point sur le racisme entre les Renois et les Italiens, comme si ça suffisait pas. Tu vois, mais c'est une réalité, tu vois ce que je veux dire. Et c'était stylé, tu vois, il avait des jardins aux pieds, il était canon, il y avait de la musique, c'était Public Enemy derrière, mais pour autant, Do the Right Thing, ça pointait une réalité. Ouais, de fou. Et c'est à ça que ça sert le cinéma. Sinon, il ferait un docu. Tu vois. Et pour autant, à Brooklyn, c'est pas que le racisme. Ouais. Je peux te parler de l'Apollo Theater, je peux te parler de la culture qui a émané de ce quartier, je peux te parler des choses magnifiques qui sont sorties de là-bas, et aussi, évidemment, de la drogue qui a été inoculée, soit par le gouvernement américain, on sait plus. Tu vois. Non, mais voilà. C'est comme tout, il y a une part sombre dans tout et une part magnifique dans tout. Après aussi, ce qui est important, tu vois, c'est que Zion, c'est raconté par un Antillais. Et c'est aussi, tu vois, ce que je dis, ce qui est important, c'est aussi qu'on raconte nos propres histoires et qu'on laisse pas les autres les raconter. Parce que quand tu racontes ton histoire, tu racontes les tiens. Quand tu vas filmer et tu vas raconter des personnages, tu vas raconter ta mère, tu vas raconter ton père, ton oncle, ta tante, ta cousine, ta petite sœur. Et forcément, tu vas les raconter avec de l'amour. Tu vois, tu vas les raconter avec la bienveillance. Et en fait, dans Zion, pour revenir à ce que tu disais, tous les Antillais l'ont senti. Tous les Antillais ont vu qu'en fait, c'était raconté avec de l'amour, avec de la bienveillance, que je filme ma ville, Pointe-à-Pitre, avec beaucoup d'amour, en fait, parce que c'est une ville que j'aime et qu'il y a de l'espoir dans mon film. Tu vois, c'est pas un truc où tu te dis, ah, ça y est, tu vas voir des films. Il y en a plein, des films comme ça, où tu vois un Renoir se faire mettre la misère pendant 2 heures et puis à la fin, il y a zéro espoir. Tu dis, ouais, super. Tu sors du truc, tu dis, du coup, on fait comment, là, demain? Tu vois? Non, là, c'est pas ça. Ah ouais. Mais justement, toi, en tant que jeune réalisateur en France, c'est probablement l'une des carrières les plus difficiles à mener. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, en vrai? Parce que ça a dû être super dur avant de rencontrer Jamel. Bah, écoute, c'est des années sans gagner d'argent.
c'est une forme de sacrifice. Mais quand t'es passionné, tu vois pas ça comme un sacrifice. Tu te dis, en fait, c'est ça ou rien. Parce que je vois pas ce que je peux faire de ma vie. Moi, j'ai été animateur dans les centres de loisirs. J'ai fait tous les centres de Bondy pendant 10 piges. Tu vois? On a tous fait la même chose. Bah oui, obligé. Évidemment, je fais ça à Dreux, moi. Là, je vais Jean Zé, si vous m'écoutez, je m'excuse. Ça se voit, t'as fait un abandon de poste. De grave, tu vois. Voilà, je suis parti le dernier jour, le jour du spectacle, je suis parti. C'est un galère. T'as peut-être vu Kylian Mbappé dans ton centre et tout ça. Si ça se trouve. Parce que, ouais, c'est une génération que j'aurais pu avoir, clairement. Tu vois, ça se trouve, je l'ai croisé. Tu vois, tout ça, j'ai fait. Après, je suis devenu coach sportif. Pendant un moment, j'étais coach, mais même si j'aimais être coach parce que je suis un passionné du sport, mais tu vois, tu sens qu'en fait, non, il y a un truc que tu dois faire et c'est pas ça. Ouais. Et je sais pas, ça s'explique pas, c'est ça. Et du coup, tu dois le faire. Donc, c'est ça où tu te dis, bah, si je fais pas ça, je vais être malheureux toute ma vie. Génial. Voilà. C'est génial. Faut C'est pas ça. avoir de plan B, c'est ça que tu dirais toujours. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Non, Ça mais s'appelle faut brûler d'abord- ses bateaux. Je sais pas si tu vois cette expression-là, brûler ses bateaux. Non. Je parlais de ça avec un pote. Et il me disait tout le temps, ouais, faut brûler ses bateaux. En fait, brûler ses bateaux, c'est ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors, je sais plus quelle armée c'était, mais quand ils partaient, ils arrivaient sur une terre étrangère, ils brûlaient les bateaux. C'est-à-dire, il n'y a pas de retour. On est là et on y va. Et du coup, c'est ça un peu. C'est-à-dire, tu y vas et tu te mets dos au mur. Et ce qui se passe avec, tu me demandais comment ça s'est passé le tournage. En vrai, moi, j'ai pas d'expérience. Quand j'arrive sur le tournage, je suis dos au mur. Et je sais, par contre, j'ai confiance en moi. Quand je suis dos au mur, je réagis. Ouais. Même quand il y a des problèmes, des trucs, ça va être dur, hein, mais je m'en sors toujours. Et puis il y a aussi la notion de plaisir là-dedans, qui est un moteur extraordinaire. Bien sûr. Ouais. Comme tu kiffes ta race à faire ce que tu fais, tu vas pas le temps passer, je sais pas toi, mais Bah oui, c'est ça. moi, tu vois, c'est un vrai bonheur de faire un film. Bien sûr que c'est dangereux parce que c'est précaire. T'es jamais sûr de réussir, mais si tu tentes pas, bah, il se passe rien dans ta vie. Ouais. Et il faut, avant d'attaquer le plan B, sois sûr que le plan A est foiré. Tu vois, va jusqu'au bout du plan va A. à fond quoi. dans le plan A, et voilà. là, tu sais que t'as tenté, quoi. Généralement, ceux qui ont un plan B et un plan C, ils foirent le plan A. Ouais. Mais c'est intéressant aussi, toi, au point de vue de ta carrière, parce que t'as été, bah, du coup, t'as été comédien, t'as été acteur. Aujourd'hui, t'es surtout producteur. Comment aujourd'hui, toi, tu vois les choses? Est-ce que repartir sur scène, des choses comme ça, c'est quelque chose qui t'intéresserait à un moment donné ou plus du tout? Mais frère, la scène, c'est ma vie. Là, j'y étais avant-hier sur scène. Ok, j'apprends. Voilà, j'étais avec le Jamel Comedy Club. On sort d'une tournée à travers toute la France. Alors, à titre personnel, ça fait 6-7 ans que je suis pas remonté sur scène, c'est vrai. Mais d'ailleurs, cette tournée m'a donné vraiment envie de repartir. C'est quelque chose que j'espère je lâcherai jamais. C'est pas nous qui arrêtons la scène, c'est la scène qui nous arrête, en vrai. Celle qui dit, c'est bon, t'es cuit. Ah ouais. Ouais. C'est pas le quartier qui te quitte. Ouais. Et puis paradoxalement, c'est toi qui sais en premier quand est-ce qu'il faut arrêter. C'est à toi qu'elle parle tout de suite. Tu vois bien que là, c'est mort. Tu vois, tu le sens. T'arrives plus à faire tu sais, le double contact. Là. La roulette, c'est fini. Non, parce que c'est vrai qu'on te voit beaucoup mettre en avant, mais c'est vrai que je t'avais pas vu sur scène, c'est pour ça que je me suis dit. Ouais, ça fait longtemps que je suis pas monté sur scène, mais je t'avoue que ouais, je vais revenir. Je sais pas quand, mais je vais revenir, c'est sûr. C'est quelque chose que je lâcherai jamais. C'est une forme d'expression. Ok. Et la production, c'est quel plaisir tu en tirais de la production? La production, aucun plaisir. Aucun plaisir, parce que ça contraint l'artiste que je suis tout le temps. C'est presque une obligation. Quand je vois des gens comme lui, je peux pas les laisser passer. Tu te dis, non, attends, j'ai vu quelque chose là, non? Tu vois? Vous êtes un talent, certain. Si quelqu'un vous écoute, il vous engagera, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, mais on vous proposera du travail par ailleurs. Vous avez quelque chose à dire. Vous le faites bien. Moi, c'est dans mon secteur d'activité, le cinéma, et je me suis dit, je peux pas passer à côté de lui, comme je me suis dit, je peux pas passer à côté d'Alban Ivanov, de Malik Bentala, de Blanche ou de Nawel Madani, tu vois. Thomas Njijol, ça a été une révélation tout de suite. Fabrice Eboué. Enfin bref, dès que je rencontre, d'abord ça a commencé par moi parce que je voulais me protéger, être sûr que ce que je disais sur scène serait respecté. Donc quand t'es producteur, t'as une assurance artistique de pouvoir placer ce que tu veux plus ou moins, que ça te ressemble au max. Et puis après, quand j'ai eu l'occasion de produire, je savais que ça allait être très dur, mais que c'était presque un devoir. Ok. Un mélange des deux, quoi. Plus un devoir que vraiment un plaisir oui, comme la scène. Ouais. Tu produis pour être sûr que ça ressemble à ce que tu as dans la tête. Mais quand tu es un artiste, le producteur, il passe son temps à te dire vas-y, moins cher, moins vite, moins fort, laisse tomber ça. Il passe son temps à lui dire fais des concessions. Ça, c'est bien, mais c'est nul. Donc l'artiste, il se dit ouais, peut-être qu'il a raison. Et moi,
comme je suis un artiste qui fait le moins de concessions possible dès que je peux, le producteur, il paye, il ferme sa gueule, c'est tout. Et comme c'est moi, je suis obligé d'ouvrir ma gueule. Tu vois la dualité dans laquelle je suis tout le temps. Livrer quelque chose de bien, ça coûte sur le plan humain, physique et évidemment financier. Et il faut pas contraindre un artiste. Il peut te raconter combien ça a été dur de tourner ce film. Il avait pas les moyens qu'il fallait, tu vois. Et pourtant, on a essayé de tout donner. Non? Ah ouais, non, c'est sûr. T'es toujours à contre-courant. Tu nages à contre-courant. Et c'est ça qui est épuisant, en vrai. Ouais. Parce que, en fait, les choses sont pas dans ta tête. Et toi, t'as des choses pour toi, c'est évident. Ça t'apparaît vraiment comme une évidence. Mais les gens, ils sont pas dans ta tête. Il faut leur expliquer tout le temps. Il faut te battre pour telle chose. Et eux, ils ont leur réalité aussi. Bien sûr. Et voilà, c'est ça en fait. Donc c'est toujours très dur. Ouais. Il y a 5 producteurs sur Paris qui gagnent. Ils sont pas très nombreux les producteurs qui gagnent de l'argent, vraiment. Ouais. Tu vois, les indépendants ils galèrent leur race et ce qu'ils réussissent à faire, c'est à survivre un jour de plus, J'ai capté. un projet de plus. Tu vois, la plupart du temps. Faut se rendre compte de ce que ça veut dire producteur. Hein. Ouais, ça a l'air d'être super dur. Enfin, ouais, c'est pas facile. Tu vois. Beaucoup d'investissements. Par contre, c'est un kiff à faire. Ouais. Tu vois, Steven Arkin, Laurence, elles se sont battues pour ce film. Et probablement qu'on gagnera pas d'argent, mais le but Attends, ça rien. Ouais, oui, mais peu importe. Ça va tout tuer en France. Non, mais le but c'était de rencontrer un artiste, de le pousser à faire. Il fait exprès, comme ça les gens vont réagir. Ah ouais. Ça allez voir. Non, mais il est stratège. Non, je vous jure, rendez-vous compte de la réalité de l'économie d'un film. Ouais, il a galéré sa race et on galère encore aujourd'hui à faire venir les acteurs pour assister à la première du film parce qu'on, tu vois, on fait les fonds de tiroir. C'est la vérité. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à Zion que vous voulez balancer aux internautes qui nous regardent? Déjà, Zion, c'est le 9 avril. Sorti le 9 avril. Très important. Ouais, très important. C'est un film universel. Et c'est pas un film qui est dédié à une communauté. Ça raconte une histoire qui se passe vraiment aux Antilles et qui est effectivement antillaise. Mais comme on a pris l'exemple de la Cité de Dieu, c'est pareil. C'est vraiment à destination du monde. Et il n'y a pas d'âge. C'est-à-dire que, il y a 12 ans. Parce que il y a quand même, c'est un peu vulgaire. C'est un peu, voilà, il y a un peu violent par moment. Ça soit réel. Voilà. Mais, moi, j'ai vu des gens, des familles entières. Des familles de 13, 14 ans jusqu'à la mamie qui venait me dire, mais incroyable. Vraiment, merci beaucoup parce que il y a un peu de tout. Et c'est vraiment, en fait, faut pas y voir un film social, c'est vraiment de l'entertainment. Hein. Tu y vas et tu passes un vrai plaisir, un vrai moment. Tu prends plaisir à regarder un film. T'es pris dans l'entonnoir avec le perso, t'avances, il y a de l'action, il y a tout, hein, tu vois. Vraiment, je dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai fait, mais. T'as bien raison. Je confirme. Ouais. C'est un film d'action où il y a tout avec une dimension sociale forte quand même. Voilà. Moi, je l'ai vu forcément. Ouais. Chacun il verra ce qu'il veut. J'aime trop Jamel. Tu sens que ça fait longtemps qu'il a fait le taf. Il est là en grand maître. Non, sérieux. À faire l'afro. Tu l'as vu le film? Ouais. Est-ce que je dis des bêtises? Non, tu dis la vérité. Le film est chaud. Merci frère. Ouais, c'est pour ça que vous êtes là aussi. Hein. Merci. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci les gars, c'était super de vous avoir. Merci, c'était un plaisir. Et allez tous voir Zion. Force. Merci beaucoup. Merci la famille.